Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e pour un nouveau numéro de Radio Balance. À mes côtés, Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Et avec nous, Samy Boisa également à la réalisation et au pronostic notamment d'obstacles avec Thomas Borin que nous retrouverons. Salut Samy. Salut Dominique, bon retour. Le merci. Le trot, ce sera avec Alexandre de Koopman, un invité, vous le savez. Hubert Tassin, administrateur de France Gallo, ancien administrateur du PMU, qui viendra nous expliquer pourquoi la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a lancé une grande enquête sur l'institution des courses. Elle a mandaté pour cela, en lui envoyant une lettre de mission, l'inspection des finances. C'est l'État qui exerce son droit de contrôle et de tutelle. L'idée, c'est de faire le point sur l'institution des courses, ses finances, son organisation et surtout de donner à chacun de demander à l'inspection des finances de donner ses recommandations, rendu les copies de l'inspection des finances attendues le 1er juin prochain. C'est un peu la réponse de l'État et elle est faible à notre sens. On en discutera tout à l'heure avec Hubert Tassin. Elle est faible, c'est la réponse de l'État à la crise, à la catastrophe que vit actuellement l'institution des courses. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Ils ne sont pas bons. La catastrophe qui n'en est qu'à ses prémices et c'est bien dommage. On parlera de tout ça avec Hubert Tassin. Les actualités, c'est tout d'abord vos courriers. Vous savez que vous avez à votre disposition désormais un numéro de téléphone. Je vous le rappelle, le 07 43 30 55 70. Et vous pouvez interagir avec nous en nous posant vos questions, en nous livrant vos réflexions, etc., etc. Je vais lire quelques messages et on va tenter avec Gilles Barbarin d'y répondre. Cette émission est parrainée par Genibet. Vous savez que vous avez un code pour vous inscrire chez cet opérateur, le code RB10 qui vous offre 10 € supplémentaires. On parlera d'ailleurs des Super Top 5 de ce week-end. Dimanche, vous le savez, c'est le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Ce n'est pas le Super Top 5, mais il y en a un, c'est à Cannes-sur-Mer. Et nous irons ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil, les pronostics, je le rappelle, avec Thomas Borin et Gilles Babin. Je lisais beaucoup de messages, Gilles, qui vont peut-être vous inspirer sur WhatsApp. Alors, celui-là nous vient de Franck Auger de Gouvieux qui nous demande si nous avons des nouvelles sur le retour éventuel en France de PC Boudot qui cartonne à l'étranger. Et c'est vrai que le Qatar, c'est l'étranger, on n'a pas de nouvelles. Non, je n'ai pas de nouvelles, non, pas du tout. Enfin, de retour en France, c'est-à-dire qu'il monte pour l'instant au Qatar. Je ne sais pas, s'il revient en France, il a de toute façon il a toujours pas l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour remonter, donc... Parce que son instruction n'est pas finie, il n'y a même pas une date de fin. Oui, le alors procès là, qui est prévu. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour répondre, mais tant qu'il n'a pas d'autorisation pour monter en France, il peut revenir, mais il va revenir sur les pistes comme il était ou monter des galops le matin. Voilà. Une intervention régulière d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Soltisiac, on le salue. Nicolas Soltisiac, c'est un auditeur et régulièrement sur YouTube, il réagit à notre émission et là, sa dernière réaction, elle date du 21 février dernier. Je suis un peu déçu quand même. On parle de PC Boudot juste parce que tout le monde en a parlé. On ne fait aucun point sur les autres affaires. L'affaire Rossi, l'affaire Cotin, l'affaire Briand, l'affaire Dubord, l'affaire Chérel, etc. Il a bien raison. Même si cela avait été pour dire que vous n'aviez aucune info, mais au moins en parler aurait été bienvenu. Mon cher Nicolas, nous en parlons. Ça devient Radio Balance pas, c'est bien dommage. Non, ça balance pas parce qu'on va pas balancer gratuitement. On n'a pas d'infos sur l'affaire Rossi, on n'a pas d'infos sur l'affaire Cotin, on n'a pas d'infos sur l'affaire Briand, on n'a pas d'infos sur l'affaire Dubord et on n'a pas d'infos sur cette vieille affaire que l'on appelait l'affaire Chérel. Sauf si Gilles veut amender. Non, moi j'en ai aucune information. D'ailleurs, on n'a toujours pas d'information officielle quant à l'alcool à brûler, non ? Ah si, je vais en parler. Si, d'accord, alors donc... le trot, pour le coup, a fait son travail, on en parle dans quelques instants. Il y a le galop aussi, non ? Il y a le galop, on n'a pas d'infos pour le coup. Non, bon, allez, alors c'est Dimitri Crespel qui nous dit, je vous lis son message in extenso, toujours sur WhatsApp, bonjour.
Le nouveau directeur marketing du PMU se moque de nous. On a pu lire que pour lui, les jeux hippiques, ce n'est plus à la mode et qu'il fallait développer les jeux sportifs. Donc on sent la motivation pour la filière. Bref, on entend souvent les chiffres du PMU à la baisse, mais jamais ce que The Turf. On ne sait rien de The Turf. Un truc qui me scandalise, j'avais appelé M. Curins et M. Muel. J'aurais voulu appeler le président de la République. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Les parieurs n'ont pas accès à l'historique des ferrures sur le site du PMU, alors que sur The Turf, tu as tout l'historique. Ça va très loin, ça me rend dingue. Voilà, j'arrête mes revendications. Bonne émission. Merci mon cher Dimitri. Voilà, c'était un coup de gueule de Dimitri Crespel. Nous avons un message d'un dénommé Michael Messager à Feur, où on sera au mois d'octobre avec Samy, chez Gérard Vacher. Une question pour savoir si le Robinul a un lien avec l'alcool à brûler et savoir ce qu'en pense Monsieur Maupas. Robinul, je crois que c'est le nom générique du médicament du glycopyrrolate, me semble-t-il, j'avais regardé ça. Voilà. Et ensuite, on a une question de Arnaud Morbihan qui est à Auray. Auray, c'est dans le Morbihan. Je vois que Julien Philippon ne donne plus de choco sur RB. Je trouve ça bien dommage. Il est souvent pertinent. Est-il possible de le revoir un jour ou plus fréquemment sur RB ? Oui, mon cher Arnaud, c'est possible. Mais c'est Julien qui décide selon ses disponibilités. Bien évidemment, vous retrouverez Julien Philippon sur Radio Balance. Alors, il y a une affaire dont il faut que je vous parle. C'est l'affaire de Charles Émotier. Charles Émotier, vous le savez, a perdu tous ses agréments suite à un délit routier. Le jugement a été rendu. Attendez que j'y arrive. C'est France Bleu qui nous l'apprend. Charles Émotier qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir roulé à contresens pendant 25 km sur l'autoroute A81. On a parlé de cette affaire justement avec Charles Émotier que nous avions reçu dans Radio Balance. C'était le 21 juin dernier. Il n'avait pas répondu aux injonctions de la maréchaussée, comme l'on dit. Donc il a pris 1 an de prison avec sursis. Suite à cela, il a perdu tous ses agréments. Il ne peut plus entraîner. Il est désormais salarié de son beau-frère. Ensuite, il a eu des amendes. Ces amendes, c'est 2 fois 400 euros aux 2 gendarmes qui l'ont poursuivi. Il doit régler ensuite à l'État français 3 amendes pour un montant total de 600 euros. Si j'en crois le site de France Bleu, ça fait un total d'amende de 1400 euros. Il a bien évidemment vu son permis de conduire annulé. Il ne pourra pas le repasser avant 3 mois. Il n'y a pas eu de mort, non ? Il n'y a pas eu de mort. Son véhicule a été saisi. Et j'ai eu Charles Émotier ce matin au téléphone qui me dit qu'a priori, il ne ferait pas appel de ce jugement, sauf sur la saisie du véhicule. Voilà pour les affaires dont on nous reproche de ne pas parler. On va parler un peu de dopage maintenant avec les décisions au trot qui concernent l'alcool à brûler qui sont tombées. Elles sont au BO paru ces jours-ci. Un cheval. Pour consulter le BO, comment fait-on alors je vais vous donner. Oui, parce que c'est vrai que quand on n'est pas membre du trotteur français, on ne peut pas consulter le BO. Vous êtes membre. Je suis alors il y a une astuce. On va va sur Province Course. On va sur Province Course. Ah d'accord. D'hier et on a le lien pour accéder directement à la prose des commissaires du trotteur français. Mais si vous allez sur le site officiel du trot, je l'ai pas. Ah bon à mon avis, je ne l'ai pas, ou alors c'est très compliqué à trouver. Moi, il faut aller dans les connecte. publications, dans la médiathèque, je ne sais pas. En tout cas, je vous donne un lien simple. Vous allez sur le site de Province Course pour lire le numéro de 24 heures d'hier, et vous avez à un moment donné une petite ligne, on dit les décisions sont ici et vous pouvez accéder au bulletin officiel du trot. Là, autre chose. Oui. Alors, un mot de passe qui est pas bon. Alors qu'est-ce qui se passe je sais pas. Je sais pas. Bon, bref. Donc, on a tout dit ici sur les 2 molécules qui avaient été retrouvées chez des chevaux qui avaient été séchés à l'alcool à brûler. Je parle du béclaméthasone et du glycopyrrolate, bien évidemment. Donc les sanctions sont tombées. Il n'y a pas de sanctions pour les entraîneurs qui ont vu leurs chevaux contrôlés positifs. En revanche, les chevaux ont été déclassés et sont pour la majorité d'entre eux interdits de courir jusque maintenant. De toute façon, on ne les avait pas revus en course, qu'il s'agisse des uns et des autres. Un cheval chez l'entraîneur Jean-Michel Bazir, 5 chevaux chez Pascal Manceau, 5 chevaux chez Nicolas Bazir, un cheval chez Sébastien Garato,
Je crois que c'était Marion Datou, c'était quand même pas rien. Elle aurait peut-être gagné le critérium, allez savoir. Et 2 chevaux chez Laurent Abrivard, dont Carambar, qui appartient à Jean-Pierre Barjon. Voilà, les décisions sont tombées. En revanche, on sait qu'il y a eu un cas, je crois que c'était du lycopyrrolate, à moins que ce soit le déclabétazone, qui concernait un certain grandeur nature. 2e de la Jousselin. Le cheval est toujours affiché 2e. On n'a pas de nouvelles de France Gallo. Merci à Henri Pourret, à Henri Pourret de nous éclairer sur ce problème. Puisque l'on parle de dopage, hier on a eu, Gilles, à Saint-Cloud, une vraie opération coup de poing. Des chevaux ont été contrôlés avant les courses, à chacune des épreuves, et beaucoup d'autres ont été prélevés après la course. Oui, effectivement. Écoutez, déjà dans le top 5, il y a eu des chevaux qui ont été prélevés, genre... je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais reprendre... Prenez votre temps, ne vous trompez pas. Il y a Azov, l'entraînement de Julien Rézimon, Rising Blast, Elena Sauer et Jimanzer Nicolas Perret qui ont fait l'objet d'un prélèvement biologique avant la course. Bon, ça c'était pour le Z5. Après, les 5 premiers ont été là aussi contrôlés après course, ce qui est différent. Pour le Rose de Mai, on a eu la pouliche anglaise de Roger Varian, Blast the Dream, qui a été contrôlée avant course. Il y a eu comme ça, dans chaque course, il y a eu Gypsy dans la 3e. Non, c'est celle-là, oui. Oui, c'est ça. Avant la course, il y a eu dans l'Altipan, il y a eu Lazat, et là, ça fait réagir, je crois, fortement Jérôme Régnier, qui s'en est expliqué, qui a exprimé son mécontentement sur Equidia. Alors, moi, je travaillais pour... 4e, justement, de ce prix Altipan. Oui, tout à fait. Donc, sans doute pas... il n'y a pas que, à mon avis, la distance, mais il a été décevant. Peut-être que les voyages, ils sont restés à travers la gorge. Là, moi, je n'ai pas entendu ce qu'il avait dit sur Equidia, mais il n'était pas très content. Donc, voilà. Oui, alors Samy, toi, tu as entendu, toi. Juste une question, contrôle avant la course, c'est combien de temps à peu près? Alors, justement, j'ai posé la question et je vais te répondre. C'est dans la matinée. Et au plus tard, 2 heures avant la course. D'accord. Voilà. Et il y a contrôle, prise de sang et urine. Puisqu'on peut retrouver, des choses dans l'urine qu'on ne retrouve pas dans le sang et vice-versa. C'est, c'est des opérations au coup de poing qui sont faites plusieurs fois par mois. Alors évidemment, il n'y en a pas eu aujourd'hui à Fontainebleau, mais hier, c'était effectif, donc, et les vétérinaires mettent tout en œuvre pour prélever du sang, mais aussi de l'urine, car certaines substances prohibées peuvent être mises en évidence dans l'urine et pas dans le sang, et inversement. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis très content. Alors après, évidemment, je vois Jérôme Régnier qui dit pourquoi le mien et pas les autres. Enfin, je n'ai pas écouté sa réaction, mais on peut peut-être, pour les bons chevaux, peut-être faire un prélèvement sur tous les bons chevaux de la course. Voilà, bon, ça c'est une chose. Et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu des chevaux étrangers qui ont été contrôlés également. Dans la dernière Valcaose, je crois que c'est l'entraînement de Johan Bonnefoy. Il y a eu dans le prix de la Côte d'Azur, il y a eu d'autres chevaux qui ont été contrôlés. Mandoki, par exemple, qui a été contrôlé. Une trentaine de chevaux, en fait, ont été prélevés. Après, il y a ceux qui ont été prélevés avant. Oui, il y a du avant et il y a du après. Après, c'est du normal. Mais vous savez, l'affaire Bozio, le fameux Bozio qui avait été prélevé avant positif et négatif après la course. Donc, ce qui laisse à penser qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça on essaye, les organisateurs essayent de trouver des choses. On a eu aussi le problème de l'écurie Crocodile aussi qui est arrivé. Voilà, avec Start. Voilà. On a vu une décision d'ailleurs sur l'écurie Crocodile cette semaine qui concernait un cheval. Start. Voilà, c'est ça. Des choses bizarres. Voilà. Ça c'est. Voilà. Mais c'est une bonne chose. Et je voudrais maintenant, puisqu'on parle de Saint-Cloud, je voudrais dire que hier, ça faisait plaisir de voir le soleil, de voir du monde aux courses. C'était la réouverture de Saint-Cloud, donc ça veut dire aussi que les courses en gazon, c'est quand même très important pour le public. Et il y avait beaucoup de monde, plus de monde peut-être qu'un samedi ou un dimanche.
Et pourtant, ils auraient pu aller se promener, nos chers turfistes, au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes. On va d'ailleurs rappeler que la dernière réunion de Saint-Cloud, celle des groupes 1, la réunion des critériums, était mortifère, on va quand même le dire. Il y avait 2 Pékins sur l'hippodrome pour un dimanche, c'était absolument honteux. Oui, mais il y a plus de monde. Moi, je suis allé à Chantilly récemment. À Chantilly, il n'y a pas un chat, c'est en petit comité. C'est entre gens du coin, entre professionnels, socio-professionnels. Le public, il y a quoi, une cinquantaine de personnes ou une centaine de personnes. Hier à Saint-Cloud, il y avait du monde. Toujours les mêmes, des vrais fidèles. Ah, les vrais fidèles. On les connaît pratiquement maintenant intimement, en allant en semaine aux courses. Comme quoi, les gens avaient plaisir de revenir sur l'hippodrome de Saint-Cloud, voir des courses en gazon, voir des bons chevaux. Et ça fait plaisir. Et c'était le cas également sur l'hippodrome d'Auteuil. L'autre jour, il y avait du monde lors de la réunion. C'était samedi ou dimanche, je suis toujours perdu, moi. C'était dimanche, me dit Samy, qui est toujours à la pointe de l'actualité et qui sait que le samedi n'est pas le dimanche et le dimanche pas le samedi. Mais il y avait du monde et c'était fort sympa. Et il manquait de partants, mais ça, c'est une autre histoire. Alors le galop fait un peu la tête parce que vous savez que le 21 mars prochain débutera cette émission dont on a parlé la semaine dernière de Radio Balance, qui s'appelle À toute allure, où pendant 26 minutes, entre 20h et 20h30 sur la chaîne L'Équipe, on retransmettra notamment le quintet du soir. Et le problème, pas de chance, c'est que les quintets du soir du vendredi, c'est pratiquement à 90% des quintets de trop. Ça devrait pas, logiquement. Mais regarde, il y a eu cet hiver, il y a eu du Deauville, non voilà. Donc ça ne devrait pas. Oui, mais il faut qu'il y ait un médiateur au-dessus, c'est du 50-50. En janvier, on va avoir du Vincennes, vous adorez Vincennes, on va avoir du Anguien, vous adorez Anguien, vous allez avoir du Cabourg, vous adorez Cabourg, et puis ça va être ça. Et à part en janvier où on a Deauville, vous savez, vous pouvez faire avoir peut-être 1 ou 2 Chantilly qui traînent comme ça. Vous pouvez avoir du Saint-Cloud en semi-nocturne l'été. Vous pouvez avoir aussi du Chantilly. Ils sont pas très contents un peu de ça. Et puis, éventuellement, je vous rejoindrai. On peut les comprendre. Mais on va faire du 50-50. On va trouver ces gens du trot. Ne parlez pas des choses qui fâchent. Mais non, mais les personnes du trot, c'est des gens intelligents. Et un bon partage vaut mieux qu'une mauvaise cohabitation. Voilà, qui est dit. Alors, voilà, ça c'est dit. Le PMU, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on va rebondir un peu ce que disaient nos amis auditeurs. Le PMU, j'ai des chiffres. Alors, restez assis, Gilles. J'ai les chiffres, attendez. Voilà. À date, c'est-à-dire considéré maintenant, depuis le 1er janvier, on a perdu 100 millions d'enjeux. J'avais lu 90. Écoutez-moi, vous allez lire la mauvaise concurrence. On a perdu 100 millions d'enjeux. Les enjeux, justement, sont en baisse de 5,9% à date depuis le 1er janvier. Mais il y a eu le Ramadan, non? Laissez-moi terminer. Non, mais la catastrophe s'est amplifiée là justement à cause du Ramadan. On va y revenir. Et le PBJ, parce que c'est ce qui nous intéresse, a baissé lui de 3,5%. On va analyser justement ces chiffres tout à l'heure avec Hubert Tassin qui va nous rejoindre. Le Ramadan a commencé le 1er mars. Le chiffre d'affaires a chuté entre 25 et 30% sur les 4 ou 5 premiers jours auxquels nous avons eu. C'est des curseurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre activité et pourtant on y est et ça ne va pas s'améliorer. Et un turfiste averti m'a fait remarquer que la différence de rapport entre le dur et Internet était énorme. Et en fait, il me dit, maintenant au dur, du fait qu'il y a le Ramadan, on se retrouve entre quelques initiés. Et voilà, et donc les rapports sont plus faibles sur le dur que sur Internet. C'est une explication qu'en vaut une autre, mais pourquoi pas, je l'accepte. Bon ben voilà, la digitalisation de l'activité qu'on aurait pu mettre en route au moment de la crise sanitaire, on l'attend toujours, on le regrette. J'aimerais vous lire quelque chose, parce qu'on parlait la semaine dernière, on avait fait un long laïus sur la communication du PMU, qui est une communication téléguidée, qui ne repose sur rien, c'est juste des déclarations, du déclaratif. Alors, il y a eu un CSE au PMU, c'était le 27 février, donc qui dit CSE, dit relation de cette réunion auprès des adhérents des différents syndicats. Et j'aimerais vous lire la transcription de ce qu'a dû déclarer
la direction du PMU aux différents délégués présents. Alors, c'est tiré d'un bulletin qui a dû paraître le 1er ou le 2 mars, donc c'est très récent. Bulletin du SHN CFE-CGC. Le titre, c'est « La campagne de presse hostile perdure ». La campagne de presse néfaste, je vous lis, c'est 4 lignes. La campagne de presse néfaste lancée par les sociétés mères se poursuit. Le PMU ne se laisse pas faire et répond à cette technique de déstabilisation. L'image de l'institution des courses souffre de cette exposition négative. La SHN déplore ces actions forcément contre-productives. Alors, quand on dit campagne de presse, on pense évidemment au petit caillou que nous sommes dans l'institution, au petit caillou dans la chaussure que nous sommes dans l'institution, parce que nous, on ne fait pas de campagne de presse contre le PMU. Finalement, on s'en fout et on les aime bien. Si encore, ils faisaient bien leur travail, ce n'est pas le cas. On pourrait les aimer un peu plus. Avec des chiffres pareils, je pense qu'on pourrait les abîmer un peu plus. Justement, par rapport à cela, j'aimerais revenir sur 2 choses. Parce que j'ai oublié d'en parler la semaine dernière. On a vu passer des articles où on nous disait que il y avait plus de gens dans les PMU que chez McDonald's. Alors celle-là, je me suis dit, tiens, oui, c'est bizarre cette affaire-là. J'ai jamais vu la queue. Bon, il y a plus de gens au PMU. Alors, PMU, je me suis posé la question, je me suis dit, mais déjà, c'est un peu normal. Parce que quand vous allez chez McDonald's pour manger, vous ne revenez pas le lendemain pour vomir. Là, déjà. Alors que quand vous jouez au PMU, vous revenez le lendemain, soit pour encaisser vos gains, soit pour essayer de regagner votre argent. Donc il y a un cycle qui se fait. Donc, déjà, comparer PMU avec McDonald's, c'est une chose un peu particulière. Ensuite, on a eu un autre fait singulier cette semaine, c'est qu'on a reçu un beau communiqué de presse pour nous parler des machines Mango. Mango, c'est la nouvelle génération des automates, les bornes, les fameuses bornes. Et 2-3 personnes m'ont appelé en me disant « Oh là là !» sur les nouvelles bornes, on ne peut pas jouer au report. On a eu une discussion ici avec Olivier Priby, directeur du marketing du PMU. 2025. Voilà. Et je veux dire, les machines, on ne peut pas jouer au report. Bon. Et un autre me dit, mais les machines, on ne peut pas jouer avec la carte PMU. La carte MyPMU ou PMU+, vous l'appelez comme vous voulez. Et un autre m'a dit, mais les machines, on ne peut plus mettre de bordereau. Les petits vieux qui remplissent le bordereau, il y en a qui aiment bien remplir leur bordereau, comme les gens, il y a des joueurs de loto qui viennent avec leur ticket de loto, qui le valident. Bon, alors premier point, c'est vrai, il n'y a pas de report. Bon, on a toute l'offre PMU, ce que j'ai eu, sauf le report. Bon. On ne peut pas se servir de la carte PMU, c'est-à-dire on ne peut pas accéder via ces nouvelles bornes des cartes PMU. Voilà, un programme qu'on a lancé il y a 1 an, PMU+, tout le monde a un compte, on ne peut pas jouer. Alors, c'est vrai aussi. Et c'est vrai que les tickets, il n'y a plus de tickets. On ne peut plus mettre de tickets. Alors, c'est le progrès. Je ne sais pas, c'est le progrès, mais je veux dire... Alors, sur le report et sur la carte PMU, ça va arriver. Alors, je ne sais pas pourquoi on nous sert à chaque fois un truc à moitié fini en nous disant... Mais oui, non, mais je suis pressé, non, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça va arriver. Mais bon, quand le PMU dit ça va arriver, je suis très inquiet. Le report sur plusieurs réunions... la directrice générale vous avez dit avant la fin de l'année, elle était maligne, elle vous a pas dit quelle année. Exactement, bon. Et M. Pribil m'a indiqué, lui, fin 2025. Il y a 1 an, tout arrivera en même temps. Il y a 1 an, lorsqu'on en a dit à ce micro que le sujet, c'était le versement immédiat des gains sur les comptes bancaires des gagnants au PMU, on m'a fait dire, c'est la priorité. C'était il y a 1 an. Donc, quand le PMU me dit « ça va arriver », je suis très inquiet. Je ne sais pas quand. Mais c'est sans doute une priorité, peut-être en 2026, 2027. Allez savoir. Hiérarchiser les priorités. Et quant au ticket, c'est vrai que les nouveaux automates ne prendront pas en compte les tickets. C'est-à-dire que celui qui remplissait son ticket, on va lui demander d'aller taper à la main, ou s'il veut vraiment remplir un ticket, il faudra qu'il aille au guichet voir la titulaire, puisque les machines, elles ne rendent pas d'argent. Donc, encore une fois, dire que la campagne, comment ils ont dit tu peux pas avoir, la campagne de presse néfaste, elle n'est pas de notre fête. Pardon ? Tu peux pas avoir de l'argent ? Non, sur la borne ne rend pas d'argent. La borne, elle te donne un voucher que tu vas te faire payer à la caisse. Ouais. Alors, ça, c'est partout pareil. Ah d'accord, donc, comme ça, on est au moins, on va pas se faire payer les bornes. Ceux qui disent qu'il y a une campagne de presse, on leur en veut pas, mais c'est pas la campagne de presse. Nous, on est du côté des clients, on est du côté des joueurs, et les joueurs sont pas contents
contents. Hein, et quand ils ne sont pas contents, on dit qu'ils ne sont pas contents et on vous dit pourquoi ils ne sont pas contents. Et si on prend tous les postes, on s'apercevra que rien ne va et que si sans doute le travail était fait correctement, normalement et dans les temps, on ne serait pas avec moins 100 millions d'enjeux en 2025. J'aimerais dire justement à ce sujet-là qu'on a eu une grande manifestation le 7 novembre dernier qui a réuni tous les socioprofessionnels aiguillés par les différentes organisations. Et à ces organisations qui ont été capables de réunir toute la filière, pratiquement 10 000 personnes dans les rues de Paris, c'était le 7 novembre, pour 30 millions de taxes qu'ils ne voulaient pas payer. Ils ont bien eu raison. Là, on perd 100 millions d'enjeux. Que fait-on ? On va mettre le feu à Thémis ? Parce qu'à un moment donné, ça ne peut plus durer comme ça. Et la réponse de l'État, je le rappelle, on va en parler avec Hubert Tassin, n'est sans doute pas la plus appropriée. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Avec nous, Hubert Tassin. Bonsoir Hubert. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Journaliste, analyste financier, je vous ai demandé d'intervenir, vous avez accepté, j'en suis heureux. Analyste financier et vous avez une formation économique qui ne nous sera pas inutile pour décrypter la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'institution des courses. Vous êtes actuellement au comité de France Gallo, vous avez été administrateur du PMU. Je crois qu'au PMU d'ailleurs vous êtes toujours au conseil d'administration, vous n'avez pas de droit de vote, vous êtes là comme auditeur, voilà, c'est ça ? Je suis sans droit de vote, mais ça ne change pas grand-chose, puisque quand on a un droit de vote et qu'en présence de la société mère, on vote avec le président. Ça n'a pas de sens sinon. Donc, oui, donc ça s'appelle censeur dans le domaine privé, ce poste d'administrateur sans droit de vote. Alors, j'ai donné vos titres dans les courses. On va y ajouter le fait que vous avez été l'un des fondateurs de l'association Province Paris, les PP. On salue Jean Dindy. Et que vous avez créé un vieux journal, puisqu'on en est pratiquement au numéro 442. C'est le grain de sel qui paraît chaque vendredi que Dieu fait. Hein, et qu'on ne lit pas ici assez souvent parce qu'il y a plein d'informations utiles. Bah, tant mieux, s'il y a des informations utiles, donc j'ai un peu passé la main, mais je continue de loin en loin, une fois tous les mois ou tous les 2 mois, à contribuer à ce que font mes successeurs. Alors, la semaine dernière, on aurait aimé vous en parler aux auditeurs de Radio Balance, mais malheureusement, l'information n'est pas arrivée jusqu'à chez nous. En tout cas, elle est arrivée le vendredi soir tard. C'est cette lettre cadre, lettre de mission en fait, qui a été adressée par Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, à l'inspection des finances, en lui donnant mission d'aller scanner toute l'activité, les finances, l'organisation de l'institution des courses, les sociétés mères, le PMU, le GTHP, le pôle média et sans doute aussi la Fédération nationale des courses hippiques et la FASEC, scanner tout ça, voir comment ça a fonctionné, comment on pouvait simplifier les choses et également donner des recommandations sur comment on pouvait améliorer les choses à l'avenir, recommandations qui sont attendues le 1er juin. Est-ce que c'est la meilleure réponse à votre sens que pouvait apporter l'État dans la situation de crise que connaît actuellement l'institution hippique Hubert Tassin? Je n'en suis pas sûr, bien entendu, c'est toujours compliqué, c'est pas le premier rapport, hein, c'est depuis que je suis dans cette affaire, depuis une vingtaine d'années, ça c'est le 5 ou 6e, il y a des rapports de l'inspection, il y a des rapports parlementaires issus de la Cour des comptes, il y a toutes sortes de rapports. L'inspection générale des finances, c'est sérieux. Les courses sont, l'institution des courses est sous la triple tutelle de l'agriculture, d'abord de l'agriculture, ensuite du budget et de ministère de l'Intérieur pour les licences et des choses de ce genre. C'est pas surprenant que l'administration que le ministre saisisse l'administration des finances. Il faut savoir, c'est comme toujours quand on lance une mission, savoir si on a la conclusion dans sa poche ou si effectivement on donne la main à des hauts fonctionnaires qui sont là pour ça. Alors pourquoi l'État intervient ? D'abord, souvenons-nous d'une chose, les courses relèvent de l'économie mixte, comme on dit, c'est-à-dire que l'État est très très intervenant, l'État est le premier bénéficiaire, directement pour le budget, et bien sûr indirectement la TVA, etc., l'emploi, mais l'État est le premier bénéficiaire, mais c'est assez naturel de ce fait que l'État gère, d'autant que finalement les courses, ce qui dote les allocations,
c'est la partie des pertes des joueurs que l'État, via la loi de finances, veut bien laisser aux sociétés de course. C'est quand même ça le mécanisme. Donc que l'État s'en mêle, c'est une chose. Les courses ont toujours été aidées ou pas aidées, ou au contraire massacrées par l'État. Les courses françaises ont été créées en 1830 par les fils de Louis-Philippe, et ça a continué, Morny, etc. Je ne vais pas vous faire tout ça. Donc c'est normal que l'État s'en mêle. Et je dirais que ce qui est surprenant, c'est que l'État a cherché plutôt à en sortir dans les 7-8 dernières années, et que c'est pas une réussite. Le système Lagardère était un système dans lequel les courses trop égalo réunies paritaires géraient le PMU avec l'État à 50-50. Cette affaire-là c'est un peu détérioré avec un certain retrait de l'État, la montée d'autres personnes au conseil d'administration. Alors ça n'a pas une grande importance, puisque dans un GIE, puisque les courses, le PMU, c'est un GIE, un groupement d'intérêt économique. C'est l'Assemblée générale qui a tous les pouvoirs, donc il ne faut pas non plus se focaliser sur le fait que l'État, via le Conseil, est moins puissant, plus puissant, etc. L'État a une puissance qui est considérable. Encore une fois, c'est la loi de finances, et encore on l'a vu une fois cette année, puisque Bercy a essayé de nous faire monter des taxes sur les paris, et que les fourches, pour schématiser, disons-le comme ça, on a réussi à les faire reculer. Et c'est quelque chose qui, de mon point de vue, a peut-être entraîné cette mission de l'administration. C'est que la haute administration de Bercy a été un peu offusquée que quelque chose qu'elle estimait naturel, c'est-à-dire piquer un peu d'argent dans la poche des courses, et théoriquement des parieurs, mais en fait des courses, avait été empêché par notre système à nous, notre système associatif, coopératif et mutuel. Et donc, il était un peu chiffon, c'est un peu normal. Bon, alors par ailleurs, les chiffres sont pas bons, il ne faut pas non plus exagérer. On sait bien l'ouverture du marché des jeux, c'est-à-dire le foot, vraiment pour aller plus vite, ça nous a coûté entre 2010, disons entre 2011 et 2015, 1 milliard de chiffre d'affaires qui ne sont pas dits de l'un vers l'autre. Bon, on le savait depuis toujours que le football était relativement populaire en France, et peut-être plus que les courses. En revanche, depuis, la stratégie n'a pas été une stratégie gagnante, c'est moins qu'on puisse dire. Personnellement, je suis suffisamment souvent que quand une stratégie ne marche pas, il faut se poser la question de la maintenir ou de la changer. La question, ça a été cette fameuse histoire de la baisse de l'offre de Paris PMU. C'est quelque chose qui, moi, me choque totalement dans le milieu numérique dans lequel nous vivons. Je prends avec mon téléphone, je peux acheter des actions à Kuala Lumpur d'une société qui existe peut-être même pas en une minute, mais alors quand il y a des courses qui ne sont pas PMU ce jour-là à Strasbourg, je ne peux pas les jouer. C'est totalement incompréhensible pour le commun des mortels. On est dans un monde qui n'est pas le bon. On voit que la Française des Jeux prend des paris sur un nombre incalculable de matchs, de parties, sur lesquels elle prend en plus des paris en live betting, c'est-à-dire tout le temps. Donc, le PMU s'est un peu renfermé sur une stratégie. Pourquoi pas, la stratégie dite Linette, c'est une stratégie, il avait une intuition, il faut baisser l'offre, ça va aller mieux. Il a baissé l'offre, ça a été plus mal, et au lieu de dire ça va plus mal, je vais changer, il a dit non, c'est pas vrai que ça va plus mal. Et c'est la même chose avec les deux ratages, on peut dire ratages, ou du demi-échec du quintet. Quand ça marche pas, le PMU, tel qu'il est constitué aujourd'hui, donc avec les sociétés mères qui ne se sentent plus chez elles, le PMU a du mal à accepter ces demi-échecs, et si on n'accepte pas quand on se plante, tout le monde se plante dans la vie, ça va de soi. Si on ne l'accepte pas, c'est pas comme ça qu'on peut corriger. Donc on est donc dans ce système où les enjeux, donc avec ce fameux milliard, on l'a pas regagné. Grosso modo, on était à 9,9 milliards de jeux en 2012. On était l'année dernière à 9,5 milliards avec 23% d'inflation depuis. Donc on a perdu. Bon, le PMU donne toujours les chiffres du nombre de parieurs. Le nombre de parieurs, on est passé en fait d'une pénétration de 10% à une pénétration de 25%, sauf erreur. Comme donc, le badminton. Le badminton. Pardon ? 4%, c'est
c'est le taux de pénétration du badminton. On est au niveau du badminton. Bon, oui, sauf qu'au badminton, les gens jouent pas. Pas encore. On fait, malgré tout cela, avec la pénétration qui a beaucoup baissé, alors en se recentrant sur les plus habitués de nos parieurs, c'est-à-dire les gens qui vous écoutent, et moi-même et d'autres, et ceux qui parlent, en se recentrant donc sur le cœur, on est passé probablement d'un 80-20 habituel, 80% du chiffre d'affaires fait par 20%, probablement on est dans les 90-10, et puis il y a eu cette plongée vers les parieurs professionnels, les grands parieurs internationaux qui bénéficient d'une fiscalité qui n'est pas la fiscalité française, qui n'est pas la meilleure du monde comme on sait. Et donc on a mis des rustines et on ne s'est pas posé la question de savoir quel était notre job. Et notre job, c'est le pari hippique. Et le pari hippique, personnellement, je pense que c'est le truc le plus merveilleux du monde. Donc, bien sûr. Et on a senti... Je sens, c'est pas une critique, je sens une certaine résignation dans les équipes qui se disent le pari hippique c'est compliqué, et c'est vrai que c'est compliqué dans tous les pays du monde, c'est vrai, peut-être pas tous, mais dans beaucoup. Mais en 1995, puisque j'ai participé à la création de France Gallo avec Jean-Luc Lagardère, les courses françaises étaient en quasi-faillite, les courses anglaises étaient en quasi-faillite, les courses américaines étaient en quasi-faillite, il y avait qu'à dire que les courses japonaises qui allaient bien. On s'en est tous tirés avec une seule chose qui était l'augmentation de l'offre. Différemment aux États-Unis, en Angleterre, mais en Angleterre c'est encore plus qu'en France. Donc on a fait ça. Aujourd'hui, il faut déjà rétablir l'offre, puisque avoir diminué l'offre est à mon avis un péché contre l'esprit. Mais il faut surtout revenir dans des choses. Je prends un seul exemple. Le football, c'est une très très grande réussite avec des paris à cote fixe. La cote fixe, on y jouait avant 1891 et on y joue tous les jours en Angleterre. Le PMU a du mal, et les courses, à envisager, évidemment, c'est un changement législatif, il y a beaucoup de choses, le pari à cote fixe qu'on peut organiser en pari mutuel. C'est comme ça, par exemple, que tous les paris sportifs au Japon sont à cote fixe en pari mutuel. C'est un exemple. Donc, c'est un exemple... La cote fixe, l'augmentation de l'offre, le jeu vertical, il a été complètement raté, le Big 5, mais je pense qu'on ne lui a pas donné ses chances. D'abord, il n'était que sur Internet, et ensuite, il n'y avait pas de tirelire. C'est-à-dire que ça, Gilles doit savoir ça mieux que moi, sans doute. Oui, bien sûr. Oui. Le jackpot, quand il n'est pas touché, il se reporte le lendemain. Donc, il y a des tirelires qui deviennent très grosses. Là, ça ne se reportait pas. Donc, évidemment, on n'a pas donné leur chance à des très gros joueurs, parce que c'est un truc de gros joueurs. Bien sûr, mais là... même si, en organisant le play spot, ce que font les Anglais, c'est de retrouver les 6 on a un jeu de couverture. Mais en France, plutôt que de faire un jeu et un jeu de couverture, on essaye de mettre dans le même ticket le jeu de couverture, la tirelire et le jeu lui-même. Ce qui fait qu'effectivement, c'est complètement dilué. Vous jouez au quintet, vous ne savez pas très bien sur quoi vous jouez, pour se caricaturer. Donc, on a été en panne, à mon avis, de dynamisme au PMU sur les paris hippiques. Donc, avec la volonté de se dire, finalement, même si on fait mal notre métier, est-ce qu'on ne pourrait pas faire correctement le métier des autres ? Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Et par ailleurs, il faut jouer nos avantages spécifiques, comme on dit, et c'est vraiment ce que, à mon sens, il faut faire. Bon, cela dit, en plus... Pour ajouter de la crème à la crème ou du beurre sur la tartine, il y a cette tension qui existe entre le trot et le galop que l'État et peut-être même la direction du PMU aime même entretenir. Et là, il faut vraiment qu'on soit vraiment ensemble et complètement, si on veut reprendre l'affaire et la redresser. Encore une fois, c'est 95 Lagardère, c'est trop et galop ensemble avec l'État, et après on a inventé un truc. Et puis l'accord gagnant-gagnant, win-win, comme il avait bien dit. Donc ça, je comprends que l'État se pose cette question. Je crains qu'il y ait deux tendances possibles, celle de désengagement de l'État, aller vers une société anonyme, ce qui, à mon avis, serait un grave péché contre l'esprit, puisque la Française des Jeux ne dispose pas plus d'un monopole, elle dispose d'une licence. D'ailleurs, cette licence a été contestée à Bruxelles, il a fallu qu'elle donne plus d'argent pour l'avoir obtenue. Cette licence est renégociable au bout de 30 ans.
Si nous, on tombe dans la licence, on tombe dans le droit commun, et à ce moment-là, le monopole qui est la base de notre affaire risque de tomber. Et c'est la chute du monopole en Italie. Alors, non, on ne sera pas à ce niveau-là. En Italie, les allocations ont dû baisser de 80% sous l'ère Berlusconi, avec la fin du monopole. Donc, le risque, c'est soit l'État nous dit, démerdez-vous, grosso modo, on en fait une affaire vaguement privée, et ça, je pense que ça serait une très mauvaise chose, ou l'inverse, l'État dit dans ces conditions, moi je prends le pouvoir et allez vous faire voir, et je ne crois pas que, suivant les formules générales, que l'État ait un esprit sportif. Est-ce que par rapport à cette lettre de mission, avec un rendu de recommandation au 1er juin, si on peut imaginer un calendrier un calendrier de manière objective, ce serait lequel ? L'inspection des finances rend ses recos au ministre qui sera en place, ce sera peut-être plus d'ailleurs Amélie de Montchalin. Ouais, c'est ça le problème, parce qu'on est quand même là aussi dans une grande période d'incertitude. Quel peut être le calendrier de recommandations dont il imagine qu'on va peut-être demander un peu plus de privé, même si vous dites ce serait... ce serait on peut demander un peu plus de privé, on peut demander un peu plus de public, on peut demander des contrats d'objectifs, puisque effectivement on a abandonné depuis plus de 10 ans le fait de passer des protocoles d'accord avec l'État. Donc on n'a pas d'objectif. On peut nous imposer ce genre de choses. Il n'est pas impossible, encore une fois, je ne souhaite pas du tout, je pense que la fin du GIE et la société anonyme serait mortifère à terme, pas à court terme. À terme, ça peut sauver du court terme, mais serait mortifère à terme. Mais il n'est pas impossible que tout ça demande à la fois certainement un nouveau décret et peut-être même une loi. Donc, encore une fois, cette année, la loi de finances a autorisé les courses à faire des courses, à envisager des paris, mais en mutuelle, ce qui est très compliqué sur les courses du passé, en fait, sur un peu du hasard. Donc, on peut imaginer que la loi puisse changer. On a M. Vogel qui est extrêmement, complaisant avec nous, qui nous comprend, qui, je pense, a de très bons rapports avec le président Dutroux, et c'est une très bonne chose. Donc, il ne se passera rien, il ne peut ne rien se passer avant le début de l'année prochaine. Comme vous dites, si la ministre du Budget est toujours la ministre du Budget au mois de juin, ça peut prendre un peu de temps. Cela dit, même si elle n'est pas ministre du Budget, je pense que la pression sur nous ne vient pas forcément des politiques, puisque je ne suis pas certain notamment que le Premier ministre soit pour prendre des risques de destruction de notre bazar, mais ça vient de la haute administration qui notamment n'a pas été contente du tout qu'on leur envoie qu'on les envoie bouler sur la hausse de ils n'aiment pas, les fourches dans la rue, ils n'aiment pas. L'idée, c'est vous n'êtes pas capable de faire de la croissance, vous n'êtes pas capable de gérer, vous n'êtes peut-être même pas capable de vous entendre, et en plus, le jour où on veut faire notre métier, c'est parce que comme leur métier, c'est d'essayer d'envasser le budget de la France, vous nous en empêchez. Donc, effectivement, je pense qu'on est plutôt plus mal vu par la haute administration que par la politique. Justement, alors, comment renouer avec la croissance ? Je rappelle les enjeux à date depuis le 1er janvier 2025. Et il manque 100 millions d'enjeux dans la caisse. On est à un chiffre d'affaires en baisse de 5,9% et un PBJ qui baisse moins. Mais ça, merci le taux de retour du joueur qui est de plus en plus défavorable justement aux parieurs. Un PBJ qui est en baisse de, lui, seulement 3,5%. Hubert Tassin, comment renouer rapidement avec la croissance ? Alors, les chiffres que vous donnez, il faut bien voir que si ce sont des chiffres qui sont arrêtés plus ou moins après le 29 février, donc il y a quand même un jour de moins. Me parlez pas du Ramadan, me parlez pas du jour de moins, ne parlez pas de la Réunion. C'est différent du Ramadan. Le Ramadan, c'est tous les ans. Le 29 février, c'était l'année dernière, c'était favorable. Cette année, il n'y a pas ça. Bon, ça n'empêche pas que la tendance soit mauvaise à très mauvaise. On va dire le contraire. Elle est plus que médiocre. Et elle est dans tous les segments, c'est-à-dire qu'elle est dans les jeux en France, elle est dans les jeux internationaux, et bien sûr, le summum du summum, c'est le quintet. C'est un peu compliqué parce que dans le quintet, ce qui ne va pas, c'est l'international, puisqu'on a effectivement... on a coupé le robinet au mois d'août. On a taxé, on a exclu les GPI, les grands parieurs internationaux, ce qui est une bonne chose, parce que leur avantage sur le quintet était beaucoup trop élevé, puisqu'ils payent que un peu plus de
10% de fiscalité, de prélèvement, puisqu'ils prennent tous les prélèvements et qu'on leur taxait seulement 10%. Ils avaient un avantage qui était vraiment scandaleux, honnêtement. Bon, là, on va pas faire le budget. Hein. Le budget, personnellement, je l'ai dit, c'est un peu compliqué. On a un budget à France Gallo qui est en perte de 20 millions, mais en perte de 15 millions. Alors, il peut y avoir des arguties comptables qui peuvent diminuer, mais là, on est parti pour cramer un peu plus que 15 millions, sensiblement plus que 15 millions de trésorerie, et donc ça peut pas durer. Hein. C'est vrai que ça peut pas durer. Les chiffres, encore une fois, que vous avez donnés, je ne sais pas à quel jour ils sont, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas bon. Hein. Ils sont tout frais de ce matin. Hein. Ils sont tout frais de ce matin. Oui, si vous êtes à ce matin, mais non, bon, je n'ai pas. Non, parce qu'on a eu ça par rapport au Ramadan. L'année dernière, le Ramadan débutait le 9 mars. Là, il a débuté le 1er mars. Les 5 premiers jours du mois, c'est entre moins 25 et moins 30. Oui, donc le Ramadan, cette année, les premiers jours du Ramadan font plus mal que l'année dernière. Oui. Voilà, ils font nettement plus mal. Donc parce que la base, à mon avis, est négative. Ce qui est ennuyeux dans tout ce qu'on dit, c'est surtout qu'on perd des parts de marché. Le pari hippique perd des parts de marché par rapport au marché des jeux d'argent en général, et ça il faut l'inverser, mais je pense que pour l'inverser il faut un volontarisme, comme dirait Hubert Tassin. Est-ce que c'est le pari hippique qui perd des parts de marché, ou est-ce que c'est le PMU qui perd des parts de marché? Les deux, mon colonel. Le pari hippique perd des parts de marché, beaucoup, et à l'intérieur du pari hippique, le PMU a perdu des parts de marché, PMU.fr a perdu des parts de marché, donc sur le seul côté où il est en concurrence. C'est un peu délirant parce que le leader ne peut pas perdre des parts de marché, de mon point de vue. Hein, mais, donc, à la fois. Mais le plus important, c'est la perte de marché en général du pari hippique. Hein. C'est à l'intérieur que le réseau du PMU, il se fait sur la masse, hein, sur la vraie masse, hein, beaucoup plus que sur l'autre. Donc, ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, passer le pari SMS dans la masse, etc., c'est de l'aménagement. Hein. C'est pas quelque chose qui amène de l'avant. Je pense que quand même un des grands moments de bascule, ça a été l'abandon de TF1. On a abandonné TF1, on a abandonné le foot, l'équipe de France de football, le PSG, etc. On a abandonné le Tour de France. On est sorti des radars. Et ça, c'est très compliqué d'y revenir, parce qu'on n'y reviendra pas au même prix. On est sorti des radars et les autres sont rentrés dedans. Hein, donc les autres, pas forcément les autres hippiques, justement. Et là, c'est extrêmement compliqué. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, hein, à part le vendredi pour les trotteurs, il n'y a plus de chaîne de la TNT, et pourtant Dieu sait qu'il y en a des chaînes de la TNT qui diffusent le quintet en direct. Donc on est passé, grosso modo, en 6-7 ans, de 1 minute hippique sur TF1, plus le quintet revenu sur TF1 après le journal, à plus rien du tout. Donc il ne faut pas non plus s'étonner qu'on sorte des radars. Et puis, la communication du PMU, justement, est devenue une communication de jeu. Moi, j'ai été très, très frappé pour le prix d'Amérique, hein, je l'ai dit et redit. Pour le prix d'Amérique, la communication du PMU, je ne parle pas de celle du cheval français ou du trotteur français, c'était de dire, c'est le prix d'Amérique, vous avez pour 2 quintets, on vous donne un quintet gratuit ou un truc de ce genre. Moi, j'aurais aimé que dans les points courses, on dise, c'est le prix d'Amérique, il y a un cheval qui a gagné l'année dernière, est-ce qu'il va venir? Il y a un cheval qui vient de Suède, est-ce qu'il va venir? Il y a la jument qui vient de gagner le dernier préparatoire, est-ce qu'elle va pas faire une faute? Il faut parler des chevaux. Si on ne parle pas des chevaux, de toute façon, on est cuit, puisqu'on n'apporte rien. Et c'est bien le problème de l'absence de TF1, de mon point de vue, c'est qu'on est passé on parlait encore des courses, et là on n'en parle plus du tout. C'est dramatique. Alors, je parle du prix d'Amérique, c'est pareil pour le prix de l'Arc de Triomphe. Hein. Et donc on arrive à avoir un peu de monde hein, sur les hippodromes provinciaux, on va dire, et même on a du monde à Vincennes, mais il faut revenir dans les radars, et pour revenir dans les radars, il faut parler de chevaux. Il faut parler de chevaux. C'est notre truc. Notre truc, c'est les chevaux, c'est de faire des paris sur les chevaux. C'est formidable de faire des paris sur les chevaux. Alors justement, Hubert, vous disiez tout à l'heure qu'on n'arrive pas à faire notre métier, du coup on va essayer de faire mieux celui des autres. Je pense que vous me parliez
de ce qu'a fait à un moment donné et ce que fait encore de manière anecdotique sinon crépusculaire le PMU. On parle du poker, on parle du pari sportif. L'ouverture du marché, elle date de 2010. Le PMU à l'époque s'est lancé sous la présidence de Philippe Germont dans le pari sportif et dans le poker, et d'un seul coup, quand l'INET est arrivé, on a tout arrêté à la demande de certains, parce que certains qui sont en poste aujourd'hui, eh bien, on salue nos amis d'Equistratis, c'était les premiers à nous dire que le poker n'avait rien à faire dans l'offre du PMU, le pari sportif n'avait rien à faire dans l'offre du PMU, pourtant le PMU Sport était devenu le deuxième opérateur national sur ce marché-là. D'un seul coup, on a abandonné une position de leader pour rien du tout. On est sur on doit représenter sur PMU Sport 1 ou 2% du chiffre d'affaires total des opérateurs de paris sportifs. Est-ce qu'en 2010, vous étiez de ceux qui étaient heureux de voir le PMU aller sur d'autres domaines de paris? Première question. Deuxième question, est-ce que vous êtes favorable à un retour du PMU, puisque l'on en parle de plus en plus, sur ces deux segments que sont et le poker et le pari sportif? Alors, point numéro 1, oui, j'étais très favorable, et c'est Philippe Germont, mais ça a commencé déjà du temps de Bertrand Bélinguer, d'aller chercher des leads, comme on dit, et donc tous les investissements qu'on avait faits nous avaient amené effectivement à 25% de part de marché. Naturellement, si on avait continué à se battre pour nos parts de marché, on serait aux alentours de 10 sans doute, mais ce sera déjà colossal par rapport à 1,5 comme vous le dites. Donc j'étais très favorable. Alors il faut voir une chose, c'est que le poker, bon c'est du hasard, mais c'est du hasard, bon très bien. Le pari sportif, c'est un pari, ça ressemble à jouer aux courses. Hein. Le pari hippique, c'est un pari sportif, hein, d'une certaine manière. Hein. Donc, il n'y a pas, c'est trop proche. Le football est trop populaire en France pour ne pas draguer la population qui aime le foot. Hein. C'est pas, et donc l'idée c'était qu'il fallait offrir une offre globale. Equistratis, à mon avis, nous avons été victimes via Equistratis de la comptabilité analytique mal comprise. Hein, c'est très simple. C'est que effectivement, on peut tout dire. On peut tout faire dire aux chiffres, comme dit Churchill, surtout si on les a truqués soi-même. Donc, eux, ils pouvaient prouver qu'on perdait de l'argent sur le sportif, ce qui n'était pas vrai, mais ce qui pouvait se défendre d'une certaine manière, et donc arrêter le sportif était une catastrophe, avec effectivement Equistratis, qui je rappelle a gagné la totalité des sièges des élections au trot, donc c'était quand même très puissant. Et puis même dans les balances, puisqu'on est sur Radio Balance, on disait c'est scandaleux, le PMU donne de l'argent à des joueurs de foot pour jouer au foot. Mais oui, mais évidemment, et s'il fallait donner à des chanteurs pour qu'ils chantent et qu'ils fassent notre promotion, il fallait le faire aussi. Donc je pense que et là c'est un péché, c'est un très très grave péché contre l'esprit d'avoir arrêté. Et alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis très favorable à ce qu'évidemment, il y ait une plateforme qui soit multi-support, parce que si, encore une fois, en arrêtant le pari sportif, on a fait un cadeau inimaginable à The Turf. Parce que c'est très facile de gagner des parts de marché, de gagner des nouveaux clients sur pari sportif, hein, puisque vous savez, on est obligé d'avoir une perte des parieurs qui est plafonnée par la loi, qui est une perte minimum des parieurs plafonnée par la loi. Mais on peut faire un sacrifice sur un match, puisque c'est en moyenne. Donc il suffit une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, de faire un cadeau sur un match. Mais ce que font les bookmakers anglais assez régulièrement. Hein, pour faire du pari coûtant. Donc vous attirez les clients, ils viennent, vous perdez un peu d'argent sur ce match-là, donc vous débrouillez pour en perdre moins sur les autres matchs, et une fois que vous avez le client, vous le travaillez, puisque de toute façon, les clients, ils regardent les comparateurs de cotes. Donc c'était assez facile de revenir. Donc nous, comme on partait, et qu'on avait des cotes, vu les ordres qui avaient été donnés... c'était les plus mauvaises du marché. Aux gens qui faisaient des cotes, on avait des cotes qui n'étaient pas compétitives. Évidemment, petit à petit, il ne faut pas croire que si vos cotes sont moins bonnes que celles des copains, vous allez pouvoir maintenir parce que vous appelez le PMU. Donc aujourd'hui, ça va coûter extraordinairement cher. Bon, déjà, il y a 40 millions d'investissements, grosso modo, pour faire une plateforme qui soit multi, etc. Je ne sais pas si c'est trop, je ne sais pas si c'est pas assez, je ne suis pas informaticien, mais ça va coûter extrêmement cher parce qu'il va falloir, pour revenir dans la course, et quoi qu'en disent souvent des responsables au PMU, il va falloir faire du sponsoring. Si la Française des Jeux paye une équipe de cyclistes, c'est pas parce qu'ils aiment le cyclisme. Et donc il va falloir revenir. On était à ce qu'il y avait de mieux. Honnêtement, le Paris Saint-Germain plus le football amateur et l'équipe de France était quand même assez extraordinaire. Et là, c'était Philippe Germont, honnêtement.
Maintenant, on reviendra jamais à ce niveau-là, mais il faut vraiment, ça va coûter très cher. Voilà, il faut se dire que ça va coûter très cher, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être super innovants dans notre pari hippique à nous. Et super présent. Et il faut parler, et encore une fois, de parler de chevaux. Quand je parlais de faire le métier des autres, c'est faire le pur hasard. Donc les courses du passé remasterisées, c'est du pur hasard. Donc c'est un jeu de casino. Alors c'est vrai que tout le monde était à New York, c'est interdit à Belmont et c'est autorisé dès qu'on passe la rivière dans le New Jersey. Peut-être que ça va faire beaucoup, c'est ce que espère et ce que croit, ça très sincèrement le président Dutroux. J'en sais rien. Honnêtement, c'est très compliqué. La loi telle qu'elle est écrite, elle n'est pas écrite pour qu'on puisse organiser ça rapidement, puisqu'elle imagine qu'on va faire des courses du passé. Donc ça veut dire on fait des courses de hasard, mais en pari mutuel. Alors, je vois pas très bien comment on veut faire du mutuel. Ça voudrait dire qu'on dit on ouvre une course et pendant une demi-heure, tout le monde va jouer sur cette course du passé dont on ne sait juste les numéros. Pour se résumer, c'est un peu compliqué. Donc on ne pourra le faire à mon avis qu'à code fixe ou à rapport fixe. Et ça va prendre du temps, mais bon, on pourra déjà le tester chez nous. Bon, la beauté du truc, elle est facile. Hein, c'est que c'est des courses, ça ressemble à du hasard. La machine, c'est un bandit manchot qui ressemble à un bandit manchot de n'importe quel casino. Mais nous avons un prélèvement qui est le prélèvement hippique, qui est donc 2 fois moins gros que le prélèvement du hasard. Donc si on se met avec les casinos, voire avec la Française des Jeux, on peut se partager cet avantage fiscal. Est-ce que justement on parle de prélèvement donc de TRJ, est-ce que de rendre pour sortir de l'ornière dans laquelle l'institution des courses françaises se trouve aujourd'hui, est-ce que de jouer sur le TRJ de manière urgente, est-ce que c'est la solution? Vous voulez dire en augmentant la pression sur les joueurs ou en la diminuant? En la diminuant. Non, là, on a tendance à l'augmenter avec les cagnottes, oui. les paris boostés et tout. Hein, ça, personne ne le voit. On a un TRJ qui je ne sais pas s'il est historiquement le plus bas, mais en tout cas qui est bas. Est-ce que de rendre du pouvoir d'achat aux parieurs en augmentant son taux de retour? Ce qui est vrai, c'est qu'on voit que le parieur, pourquoi est-ce que le simple est ce qui pourrait le plus, outre le fait que c'est quand même la logique quand on joue aux courses, c'est parce que les taux sont beaucoup plus faibles que même au couplet et donc en forcerie pour tous les autres jeux. Donc jouer sur les prélèvements, c'est extrêmement dangereux. Hein, il faut le faire avec une grande souplesse. Alors ce qui est vrai, c'est que le PMU a toujours fait ça. Hein, et souvent, quand on faisait pas les budgets du temps des prédécesseurs de Monsieur Linette, au deuxième semestre, on jouait un tout petit peu sur un taux, etc. Pour aller faire le budget. Je suis pas sûr que le sujet soit là. Je pense que, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on est sorti des radars. Et si on revient dans les radars, on pourra à ce moment-là retravailler notre bazar. Mais je pense pas que ce soit en jouant sur le TRJ qu'on puisse vraiment trouver quelque chose. C'est bon, les paris boostés, tout ça, je sais pas très bien. Là aussi, on imite la Française des Jeux, hein, mais donc c'est pas forcément bon. Moi, je préférais qu'on baisse le taux et qu'on donne pas de bons à parier. Mais bon, c'est du marketing. Là, j'ai beaucoup de mal à critiquer ça. Le PMU, mine de rien, avec très peu de joueurs, arrive à se faire un résultat qui finalement est finalement pas si mauvais. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on s'est écroulé en pénétration, on s'est écroulé en nombre de joueurs, on a quand même baissé, mais on fait quand même toujours des chiffres d'affaires qui sont sympathiques. Hein, je vous dis, quand on passe de 14% à 6% de taux de pénétration et que les enjeux, bon, alors évidemment, de baisse de l'inflation, on va dire de 25%, c'est pas si catastrophique que ça, quoi. Ça l'est, mais alors, sachant qu'on est quand même en plein dans la spirale. Hein. Quand je dis qu'on a perdu 1 milliard, on a aussi perdu sur 10 000 chevaux, on a perdu 1000 chevaux à l'entraînement, au galop. Je sais pas très bien, mais tout ça est quand même pas bon dans un environnement, et notamment l'environnement des jeux, qui a été très bon. Hein. Il faut quand même pas. On a massacré des années qui étaient parties pour être très très positives, hein, qui sont les années d'avant Covid, qui sont des années de forte croissance et d'un peu d'inflation. C'est ce qu'il y a de mieux pour les courses. Et bon, après le Covid, c'est le Covid. Et depuis, on a beaucoup d'inflation, ce qui a caché le fait que ça allait mal.
Parce que le fait quand il y a, bizarrement ou pas bizarrement, l'inflation est un facteur historiquement, et ça a été étudié depuis des années, très favorable au PMU. Puisque les gens, en fait, ont un effet richesse. Vous touchez déjà votre salaire avant de voir que le poireau a augmenté. J'exagère un petit peu, mais c'est bien ça. Hein. Et donc, on a massacré des années de forte inflation qui étaient des années qui devaient nous porter. Vraiment qui devaient nous porter, je dirais 2017, 2018, 2019, d'une part, et puis 2022, 2023, là, on a été pétrifiés. On a été pétrifiés sans rien faire de neuf, que de dire qu'on fait quelque chose de neuf, mais on n'a rien fait de neuf. Et puis, encore une fois, il faut reconquérir. Il faut que le pari hippique, c'est là où partant en reconquête. Aujourd'hui, la Française des Jeux nous fout la paix, donc elle ne va pas nous aider à refaire la conquête du pari hippique. Peut-être qu'elle le fera un jour, hein, j'en sais rien. Ça, c'est la dernière chose, c'est qu'il faut absolument qu'on parle avec elle. On peut pas, avec 14 000 points de vente, dont 8 000 sont communs, ne pas travailler ensemble. Je dis pas que comme deux monopoles écrasent la concurrence, mais on exploite des choses, un réseau qui est commun. Donc là, je trouve que on se parle pas assez. Alors le PMU a du mal à parler à la Française des Jeux et inversement. Et les sociétés de course sont prises par autre chose. Hein. Et puis, je pense que c'est trop génial pour que ça marche pas. Voilà. Mais c'est pas en essayant de singer la Française des Jeux, en s'accrochant au hasard, qu'on y arrivera, de mon point de vue. La Française des Jeux qui a publié pour 2024 des chiffres canon. Voilà. Bon, merci Hubert Tassin d'être nous avoir livré cet éclairage. Mais moi, je reste optimiste. C'est ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a quelque chose qui, avec un peu de volonté, peut nous permettre de remonter. Voilà. Parce que la mer, comme j'aime à dire, la mer des chevaux n'est pas morte. Merci Hubert Tassin. Non. Merci beaucoup. Bonsoir Dominique. Merci Hubert. On va retrouver tout de suite maintenant les pronostics du trot avec Alexandre de Koopman. Ensuite, vous aurez l'obstacle avec Gilles Barbarin et Thomas Borin. Puis les pronostics du galop. Il y a quelques courses de galop ce week-end, hein, Gilles, notamment à Chantilly, avec vous, Gilles Barbarin. Allez, c'est parti pour la séquence. Très belle réunion. Belle réunion à Chantilly. Très belle avec de très bons chevaux, des courses préparatoires pour les courses de Médane. Et puis il y a également des listed qui ont une fin en soi, qui peuvent mener vers le Prix de la Force ou vers d'autres belles épreuves. Et en attendant, c'est Alexandre de Koopman qui nous emmène à Cagnes-sur-Mer. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Le trot, c'est avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. C'est la réunion de l'année sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, celle du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. 12 partants, nous allons en parler. En attendant, on va attaquer avec le Super Top 5. 15 partants, des chevaux que l'on connaît bien, des chevaux d'âge, 8, 9 et 10 ans. Course assez ouverte et d'un bon niveau, Alexandre de Koopman. Bonsoir. Oui, c'est vrai, c'est des chevaux qui se sont affrontés pour la plupart un peu tout l'hiver sur l'hippodrome de Cagnes. Voilà, donc je pense qu'il y a 6-7 chevaux incontournables et après on peut élargir un peu les jeux pour les amateurs de champ réduit parce qu'ils sont, je pense, une dizaine à pouvoir faire l'arrivée dans cette épreuve. Alors, les incontournables, on a tout d'abord le plus riche de la course, c'est le numéro 15 de Gardner Shaw qui vient de s'imposer avec la fille de l'entraîneur, Lana Henry, l'entraînement de Yannick Henry. L'engagement est de nouveau bon, on peut imaginer un coup de deux, hein, Alex. Ouais, déjà, il vient d'en gagner 2 à Cagnes, donc il a invaincu à Cagnes, il a gagné la course de référence, c'est vrai que ça s'était passé comme dans un rêve, ce jour-là, il avait eu le dos du cheval de tête, il était sorti au bon moment, voilà, le cheval il est pleine peau, il est bien engagé. Je lui ai quand même préféré le 13 Half7, car dans la course de référence, je pense que si Half7 il a le jour plus tôt, il aurait battu Gardner Shaw. Maintenant, voilà, ça va être une question de parcours. Une question de parcours, Half7 bien évidemment. Est-ce que l'on rachète Gino Viva qui avait remporté le prix de la Côte d'Azur et qui vient de décevoir étant disqualifié sur cette même piste? Oui, bien sûr. La dernière fois, apparemment, ils avaient changé quelque chose dans l'entraînement et ça n'avait pas apporté ses fruits. Donc le cheval n'était pas
dans de bonnes allures. Voilà, donc non, il faut le reprendre à tout prix, hein. C'est mon troisième, c'est un cheval qui peut aller devant. Il avait gagné la Côte d'Azur vraiment en patron, donc c'est un client. Je pense qu'il y a beaucoup de chevaux qui vont vouloir avoir son dos dans cette épreuve. L'un des plus jeunes de la course, c'est Udo Duruel. Là encore une chance, le numéro 5. Ouais, il s'entend très bien avec Romain Dorieux. Il a gagné 2 fois avec lui cet hiver. Il fait toutes ses courses. La dernière fois, Nicolas regrettait de ne pas avoir eu la corde, mais il s'était un peu accroché au départ. Voilà, donc c'est très bien. J'aime bien également l'Asking Call. Il n'a pas fait sa valeur. La dernière fois, j'ai eu Christophe Martens qui m'a dit que le cheval en fait avait eu des mauvaises analyses. Là, il est beaucoup mieux. Donc attention, on sait que c'est quand même un très bon cheval qui adore Cagnes. C'est le moins riche de l'épreuve, mais certainement pas le moins doué. Allez, votre pronostic, mon cher Alexandre. Alors, le 13, F7, le 15, Garner Shaw, le 8, Gino Viva, l'Asking Call, le 5, Udo Duruel, le 4, Gabriela Duhem. Attention, j'aime beaucoup cette jument, elle fait bien Ken. Le 3, Galatkan qui a fait un très bon meeting. Et mon 8e, il y avait plusieurs possibilités. Je suis allé sur le 6 Self Explosive à condition qu'il parte au trot quand même. C'est un petit défaut chez lui, mais je trouve que voilà, ça peut être un placé potentiel. Et on aurait pu parler de plein d'autres chevaux. Wigo qui vient de changer Oui, d'entraînement. Wigo, Gaucho Gel, j'ai pas cité parce qu'ils annoncent beaucoup de pluie à Cagnes dimanche. Et voilà, les chevaux qui sont plaqués, je me dis que c'est un désavantage. Maintenant, c'est un parti pris. Et on a Oscar Eley aussi avec Alessandro. Lui, c'est l'X de la course. Parce que à un moment, je me dis, tiens, est-ce qu'il faut pas le mettre en tête? Après, la rentrée était vraiment pas bonne à Cagnes. Il n'était pas dans les bonnes allures et ça allait pas. Après, est-ce que son entraîneur a pu soigner comme il faut depuis? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est un gros X, mais mettez-le dans un champ réduit évidemment. Le grand handicap de vitesse le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'est la 7e course. C'est un top 5 bien évidemment. 12 concurrents au départ. Très belle course avec un cheval c'est le seul ferré de la course. C'est Go On Boy. On a en face de lui le tenant du titre, à savoir Vernissage Griffe. Quand même avantage très net à Go On Boy, en dépit de l'opposition. Il a la pointure. Après sa victoire dans le Prix de France, il peut réussir la passe de 2. C'est le favori logique, hein. C'est vrai que sur ce qu'il a fait cet hiver, on peut se dire, même il court un peu tout seul dans ce critérium. Maintenant, voilà, il y a 2 éléments. Un, donc vous avez cité, donc c'est le fait qu'il reste ferré, même si on le sait, Go On Boy est capable de faire des très grandes choses en étant ferré. Et en plus, il a le 1 à Cagnes, et ça, c'est vraiment un mauvais numéro quand on a le 1 sur 1609 mètres. Donc, je ne sais pas comment Romain Dorieux va gérer son truc. Est-ce qu'il va falloir se sortir des pièges? Donc, logique favori, oui. En classe pure, je pense que c'est de loin le meilleur aujourd'hui dans cette épreuve. Maintenant, voilà, il y a quand même 2 petits bémols qui font que peut-être il peut être battu. Maintenant, par qui? Voilà, le 3 Émeraude 2B, hein, qui mériterait peut-être de la gagner. Elle a fini 2 fois seconde. Mais elle a 11 ans et on n'a rien vu. On n'a quand même rien vu de l'hiver avec Émeraude. Hein. Ouais, après, elle est quand même 4e du prix de France. Alors, oui, on peut se dire que c'était pas le prix de France le plus relevé qu'on a eu de ces dernières années. Maintenant, on sait que son sport, c'est quand même la vitesse. Voilà, donc c'est sûr que voilà, elle est peut-être pas aussi bien qu'elle n'a été. Maintenant, je la vois assez bien dans cette épreuve. Le 7 Vernissage Griffe, vous en avez parlé, qui avait été très bon l'année dernière. Maintenant, il va falloir négocier son numéro 7. Donc, il va falloir faire un très gros effort en partant. Il est capable de le faire. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le 2, Al Rajawan, hein, qui n'a plus à faire ses preuves sur le mile. On a Gabi Gélormignon, on a le 2 à l'auto. Ça peut être le coup marrant. Derrière, je pense qu'on pourrait citer le 6 étonnant, qui fait sa grande rentrée. Ou le 4 en Empire DSM, voilà. C'est un sacré comment dire? C'est un sacré challenge que tente Richard Westerink avec cet étonnant, hein, qui fait une grosse rentrée directement dans un groupe. Ouais, après, on sait que Richard, il aime bien les challenges. Donc ça lui fait pas peur. Il voulait courir sur une courte distance parce qu'il a un peu peur que son cheval soit gazé pour une rentrée. Donc il se dit, sur cette distance-là, au moins s'il est gazé, c'est moins grave. Il a l'air de dire que son cheval revient bien. Alors c'est sûr que ça va être l'X de cette épreuve, étonnant. Voilà, après, c'est vrai que l'opposition n'est pas non plus démentielle, donc on peut se dire que le cheval peut peut-être, pourquoi pas, prendre une place d'entrée de jeu. Maintenant, c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas simple de faire ce qu'il fait. Bravo à lui s'il y arrive en tout cas. Et ben voilà qui est dit. Allez, on va égrener cette réunion. On commence avec la première, début des opérations à 13h23 pour cette première épreuve. Je vous laisse la main, mon cher Alexandre.
Ouais, bah, le 10 Funlover qui était ferré les derniers coups, là on défère des 4 pieds, ce sera la première fois de l'année, on a David Becker, donc ça sent plutôt bon. Il faudra en 25 mètres au 5 Ingleton de Brie, le Derieux de service qui est bien engagé. J'aurai une partante dans cette épreuve, le 2 Héroïne Raja, que j'aime beaucoup, on ne peut pas la déférer cette fois. Elle était deuxième d'Eagleton de Brie l'avant-dernière fois. En dernier lieu, on a joué une malchance, elle a pris le fer d'un cheval sur elle, c'est pourquoi elle a fait la faute. Maintenant, elle est assez tendue en ce moment. Donc voilà, en classe pure, on peut être largement dans les 3 premiers. Et j'espère qu'elle va pas trop en faire. La deuxième. La deuxième, une épreuve avec beaucoup de concurrents étrangers. Le 7 Humanity Pellini, qui n'a pas manqué ses débuts en France. Le chrono était vraiment excellent. Je pense qu'il sera encore mieux piste plate, donc base intégrale. Attention, Martens, le 12, Kingslayer Pellini, c'est de mieux en mieux. J'aime bien le 3, Jojo Batkiré, qui se plaît sur l'hippodrome de Cagnes, et le 5, Neo Turbo, qui a montré sa qualité. On a David Becker dans le sulky. La 3. La 3, donc c'est la Coupe des 4 ans. Elle est assez ouverte, cette épreuve. C'est pas facile de détacher une candidature. J'ai tenté timidement le 12 Like You qui rend pas la distance cette fois et qui surtout évoluera déférer des 4 pieds pour la première fois. Voilà, sur une pointe, elle peut mettre tout le monde d'accord. Le 10 Lord de Loiron, il faut qu'il parte au trot. C'était pas le cas les dernières fois. Le 11 Lyrico Bello qui sera seulement plaqué. Donc je l'ai dit, c'est peut-être un désavantage avec la pluie de Cagnes. Et attention, 8, un Loïc Baron qui a très bien fait, qui a été acheté une belle somme d'argent, qui s'est bien comporté la première fois pour son nouvel entourage. Donc c'est également un potentiel placé, en tout cas dans cette épreuve. La 4, c'est le super top 5. On a un top 5 dans la 5e. La 5e, donc ça c'est la coupe des 5 ans. Là on a un favori logique, le 13 Crooner d'Eripré qui avait été magistral en étant plaqué devant et déféré des postérieurs dans la finale régionale à Vincennes. Il est de nouveau mis dans cette configuration. Je pense qu'il faudra être très fort pour le déloger. Qui va être deuxième On a le choix entre le 12 Compagnie Vincent, qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournoi, le 5 Chris Martin, qui a fait un truc la dernière fois et qui est cette fois allégé dans la ferrure, et le 11 Capuchamip, qui monte en puissance au fil de ses prestations. La 6e. La 6e, donc j'aurai des intérêts avec certainement le cheval qui va être le favori de la course, le 7 Fissimer, qui l'a très bien fait en dernier lieu pour son retour au tronc monté. Il a vraiment gagné avec de la marge. Là, on rend la distance. Voilà, c'est sûr, c'est jamais simple, mais je pense qu'on a peut-être encore un peu de marge de manœuvre. Donc, on vise encore la victoire. Il faudra battre le 3 First du Milan, le 2 Imperial Quai, et pourquoi pas le 4 Joly de Lomance, qui vont partir avec 25 mètres d'avance sur nous. La 7e, c'est le Grand Critérium. La 8e, c'est une course pour des vieux chevaux, le prix de Malmö. Ouais, le 8 Inferno Piper, qui rattrape le temps perdu, lui qui a eu beaucoup d'ennuis de santé dans sa carrière. Il n'a pas été forcément gâté au tirage au sort avec ce numéro en dehors. Je pense qu'il a encore de la marge. Il faudra battre les chevaux de Nicolas Hench, notamment le 3 Giuliano, qui évolue rarement déféré des 4 pieds, le 10 Aero Fucci, pas très chanceux en dernier lieu. Et là, s'il est fixe de centule, on peut rajouter, pourquoi pas, le 4 Harry Lebeau et le 2 Invisible Sam. Et on termine avec les juments de la 9e, les vieilles mémères presque. Ouais, mais beaucoup d'étrangères encore dans cette épreuve. C'est pas la plus simple de la Réunion. Le 9 Diva Starlight, j'ai fait confiance à l'élève de Alessandro Gocciadoro qui avait bien gagné cet hiver à Vincennes. Le 6 Joconde Turgot, je pense que c'est une bonne base. L'As Divina Trio avec Gabi Gelormini. Le 5 Joie de la Côte, et pour une cote, le 7 Élise du Tréson qui n'est pas souvent déféré des 4 pieds. Ben voilà qui est dit pour cette réunion de trot de Cagnes-sur-Mer. C'est dimanche. On a 2 réunions de trot samedi avec Bordeaux en matinée. La première à 11h30. On survole, Alexandre. Ouais, je vais vous donner quelques chevaux dans quelques courses. Voilà, on va pas faire du course par course, mais à Bordeaux, j'ai noté quoi en priorité dans la 4e course, le 6 Jaguar Beko, un cheval qui a été longtemps écarté des pistes, qui vient de renouer avec la Palme à Angers. Je pense qu'il a de la marge avec Eric Raffin. Ça semble être un penalty. Le 603 Ivorino Deschal, qui a réalisé un très bon meeting d'hiver, qui a un peu rattrapé le temps perdu. Il a déjà fait ses preuves à main droite. Sur un profil sélectif comme Bordeaux, je pense qu'il a vraiment tout pour plaire. Dans la 8e course, le 3, Gentil Dishoot, qui a vraiment fait grosse impression à Cannes. Le chrono était excellent la dernière fois, 12-9.
sur 2950 mètres. Auparavant, il terminait sur la même ligne que J-Pet de Crépin. Il est confirmé avec Mathieu Mautier. Il a déjà bien fait corde à droite, donc je pense qu'il ne sera pas facile à déloger. Et dans la troisième course également, j'ai noté plusieurs chevaux. Le 8 Just Black, la base de la course. Attention au 3 JK Sauton, énorme note à Grenade. Et le 9 Jersey Island qui n'a pas été allégé dans sa ferrure depuis le mois d'octobre. Et on va après, oui. Et après, le Croisé la Roche. Oui, c'est ça. En semi-nocturne. Donc j'ai noté quoi? Le 106 Iris Farceuse. Qui sera nettement mieux à mon avis piste plate. Elle retrouve Franck Ouvry qui a déjà gagné avec elle. Et surtout, elle est allégée pour la première fois sur une piste en dur. Donc ça me plaît beaucoup. Et dans la cinquième course, le 2, Latinus Avis, un poulain estimé, un fils de Rédicache, qui a fait une bonne rentrée sur cette piste du Croisé-la-Roche. Jean-Michel Baudouin lui enlève les 4 fers première fois. Je pense qu'il peut ouvrir son palmarès dans cette épreuve. Et en amateur dans la dernière, on attend un match entre le 808 Image du Moulin et le 802 Johnny du Vivier. Lundi, on a un Super 5, c'est sur l'hippodrome de Caen. 16 au départ avec, en deuxième semaine, une certaine huître d'or avec François Lagadec qui a gagné le Super Top 5 de lundi dernier. C'était déjà sur ce parcours des 2450 mètres à Caen. Est-ce qu'on peut faire le coup de 2? A priori, oui, rien ne l'empêche. Ouais, après, je pense qu'il n'y a quand même pas une marge folle. Ça s'est très bien passé lundi dernier. Et après, est-ce qu'elle va pouvoir remettre ça? Je le souhaite à son entourage. En tout cas, elle peut très bien faire l'arrivée. J'ai vu des chevaux qui me plaisaient bien dans la course. Après, il y a un point d'interrogation. Le 6 Adoc Duclos, qui était longtemps arrêté. Il a une course de rentrée. Il est déféré des 4 pieds. Il fait bien Caen. Voilà, moi, je mettrais bien celui-là en tête. J'ai beaucoup aimé le 2 Otesny la dernière fois sur les pôles d'Amiens où elle les a vraiment traversés. Elle est rarement déférée des 4 pieds, cette jument-là. On peut donc mettre le 8 huître d'or. Le 9 Graïka, attention, on est déféré des 4 pieds avec Johan Le Bourgeois. On a le 10 Emilio Piergi. J'ai regardé, il n'a pas été déféré des 4 pieds, lui, depuis 2023. L'engagement attire l'attention. Donc pourquoi pas un outsider valable. On peut citer également le 3 Image d'Air Frais. Et le 7 Garou lyonnais. Voilà, je pense que ça va jouer plutôt au premier échelon quand même dans cette épreuve. Maintenant, on a eu des surprises la semaine dernière à Caen. Ah oui, et là, parce que ça sent la course à surprise, parce qu'on a Gai Matin avec Eric Raffin, grand mat de 5 mètres, avec l'un des rares verts, il y en a 4 de la course. Puis on a un cheval que j'aime beaucoup, mais bon, l'entraîneur, je crois que c'est Jean-Paul Fichot, a mis un rouge, c'est Elios Somoli. En valeur pure, il aurait une première chance, mais c'est une rentrée. C'est sûr. Elios, c'est un top cheval. Après, c'est une rentrée, mais de 3 mois. On se méfie des chevaux qui font des rentrées à Caen parce que c'est vrai que souvent, exactement. Sur la foi d'un bon parcours, comme c'est un cheval qui est bon droitier, il est ferré, c'est pas très grave, il est pratiquement tout le temps. Donc, si on cherche un outsider, pourquoi pas, si ça veut sourire, ça peut le faire. Vos intérêts dans la semaine, Alexandre? Surtout dimanche à Cannes, il y a un Fissimer Héroïne Rinja. Le reste de la semaine, ça va être plus calme. Il y a beaucoup de chevaux qui vont être en phase de préparation. Là, je regardais un petit peu, on a 25-26 chevaux là, qui vont être prêts là, pour la saison. Donc voilà, non, surtout, on compte sur Fissimer dimanche à Cannes. Voilà, on va suivre ça. Merci Alexandre de Gutmann. On vous retrouve régulièrement, quotidiennement même, sur Facebook. De coupe tuyau. De coupe tuyau, j'allais dire Gigi Turf. On salue Jérémy Lévy. Mais voilà, c'est deux coupes tuyaux sur Facebook. Et on s'abonne à votre journal quotidien. De vraies infos, encore un gagnant hier à 9 contre 1. C'était sur les programmes de Caen. Merci Alexandre de Koopman. À très très vite. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos de l'obstacle, c'est avec Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Samy. Et avec Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonjour Samy, bonjour Thomas, bonsoir à toutes et à tous. On a une réunion à Auteuil samedi avec un super top 5 à 15h15, le prix prédicateur. Un terrain alors qui était jugé, Gilles, à 4,5 hier. Collant. Oui, ça va sans doute sécher. Il fait beau, c'est bien drainé. Alors c'est vrai qu'il fait froid la nuit et au petit matin, mais ça devrait progressivement sécher. Ça sera moins lourd, moins collant que ça n'était à Saint-Cloud hier. On a vu que les courses vendredi à Fontainebleau étaient bon terrain. Donc moi je vais plutôt miser vers un très souple, un peu collant. Je ne sais pas ce qu'en pense Thomas, mais
Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça a quand même pas mal séché, enfin, avec les beaux temps qu'on a eu là. Donc, je pense que oui, on va quand même avoir une piste quand même un petit peu plus roulante que les derniers coups à Auteuil, je pense. Et donc le Super Top 5, la troisième, le prix Prédicateur. Sur les 3900 mètres, une liste de Gilles, handicap divisé pour des 6 ans et plus. Euh, Thomas, tu es avec le numéro 3, New President, qui a fait un très bon meeting de Pau. Est-ce que tu dois une première chance? Bah oui, oui, le cheval est en forme, le cheval est resté bien. On l'avait gagné il y a 2 ans cette course-là avec lui. Voilà, si, enfin tout est réuni pour que ça se passe bien. Allez, s'il faut trouver un petit point négatif, on va dire, c'est peut-être l'assèchement du terrain. Lui, il a vraiment des grosses aptitudes pour les terrains lourds. Maintenant, on reste quand même sur du terrain un peu collant, donc ça va quand même pas le désavantager non plus. Mais voilà, c'est un cheval qui va faire partie des bases de la course, je pense. Voilà, le cheval a fait un très bon meeting de Pau, on est en forme avancée, donc on va essayer encore de profiter de sa forme pour se distinguer dans le quintet. Mais je pense que oui, il va faire partie des bases de la course. Qui sont les chevaux à craindre selon toi? Bah là, moi, j'aime beaucoup l'As Loufas, malgré ses 72 kilos, l'autre jour, il est très bon troisième. Le cheval reste compétitif. Et j'aime beaucoup aussi le 5 Grand Clermont. Voilà, cheval qui est très régulier et qui à mon avis, une très bonne chance. Et pourquoi pas le 11 de Furioso qui a gagné facilement sa deuxième épreuve. Et là, avec 66,5, enfin, avec le poids de 66,5, je pense qu'il est quand même compétitif. Et attention aussi au 13 Jardin Secret qui s'est classé deuxième le dernier coup et pareil, qui reste très compétitif pour se classer à l'arrivée du Big 5. Gilles. Oui, moi je suis complètement d'accord avec le 3 New President. Il a pris 2 kilos sur sa victoire dans la classe 1 de Pau. Il a été longtemps arrêté. Voilà, bah là il a retrouvé pratiquement toutes ses sensations. Pour moi, hein, c'est une première chance. Après, il y a des chevaux qui m'ont déçu, qu'il ne faut peut-être pas condamner, comme le 7 Hérodéné, peut-être le 4 Folie Foot. Hein, ce n'est pas l'élément le plus régulier, mais dans un bon jour, il peut bien sûr participer à l'arrivée d'un tel handicap. Après, il y a aussi la ligne de la dernière fois, la ligne référence qui comprenait justement Jardin Secret. C'était sur 3600 mètres, là il y a 3009. Il y avait Loufast, il y avait Rêve de Prince, donc les numéros, Rêve de Prince c'est le 10, Loufast c'est l'As, Jardin Secret c'est le 13. Et puis je rajouterais Furioso, son entraîneur l'autre jour aurait aimé d'être dans le Z5, je crois, dans le top 5. Hein. C'est le 11. Pourquoi pas, après c'est un peu à chacun les siens, mais je suis complètement d'accord avec Thomas, moi j'aime bien le 3 New President. Voilà, pour le Super Top 5, c'est la troisième. 8 courses au programme pour cette réunion d'Auteuil. La première, c'est le prix de Lyon. Une course pour des 4 ans, 3500 mètres qui débutent hein, en obstacle. Gilles Oui, alors là, c'est des AQPS qui débutent de 4 ans, qui débutent en obstacle, 3500 mètres, tu l'as dit. Moi, j'ai mis en tête le Rouge Émis, le 8, parce que c'est le neveu de Il est français, parce que les Noël Georges, Amanda Zetterholm, c'est la première la bonne, souvent. Donc, je n'irai pas contre ce principe. Je le mets en tête. C'est la même Kazakh qu'il est français, d'ailleurs. Et puis derrière, il faut écouter un peu les bruits, il faut lire les journaux, il faut écouter Equidia, il faut regarder les cotes. Alors, j'ai mis le 2, le 3, Lambeau Sacré. J'ai mis là celui de Miko aussi, mais sans doute qu'il y en a-t-il d'autres, hein, et peut-être des meilleurs. Thomas, tu es sur le 4 Lorico. Oui, alors je l'ai testé mardi matin à l'entraînement, ça s'est très bien passé. Cheval qui est très sérieux, qui saute très bien. Voilà, il a montré un peu le bout de son nez en plat, donc voilà, je pense qu'il a le droit de participer à l'arrivée. Après voilà, comme dit Gilles, il y en a plein qu'on va découvrir. Il y a des bonnes origines. J'ai entendu parler du 7, le Bon Samaritain, le 8, le Rouge Émis, j'en ai entendu parler aussi. J'ai entendu parler aussi de l'As, le Miko, qui a gagné pour ses débuts en plat. C'est le frère de Norville, je crois. Donc voilà, il y a des bonnes origines. Donc voilà,
à voir ce que ça dit. Mais voilà, le mien, je pense qu'il a droit de bien courir et de faire l'arrivée au moins pour les places. Et donc, tu montes pour Anne-Sophie Paco. Est-ce que c'est le premier choix entre le 2 Lancret et le 4 Lorico ou ça s'est trouvé comme ça? Non, ça s'est goupillé comme ça. Elle m'a proposé la montre directement. Alors après, pour tout vous dire, de base, c'était Nicolas Goffny qui était prévu dessus. C'est lui qui l'avait sauté et tout, qui avait fait le boulot. Et je pense que Léopold était déjà prévu sur l'autre. Sauf que après, du coup, Nicolas monte pour Emmanuel Crayeux avec la casaque de Lord Arisbury. Oui, le 9 littoral. Il monte quand même beaucoup pour Emmanuel. Donc après, le jeu des chaises musicales a fait que je me suis retrouvé sur le cheval d'Anne-Sophie. Mais voilà, après, je pense que pareil, le cheval d'Emmanuel Crayeux, il a débuté timidement. On sait que quand il débute en plat, ils sont pas très percutants. Mais pareil, c'est un cheval qui est bien né, donc je pense qu'il faut s'en méfier aussi. Si Nicolas l'a pris, c'est que je pense que c'est un cheval qui doit être estimé. Et puis, il faut regarder aussi les monnaies Laurent pour ceux qui vont venir à Auteuil. J'espère qu'il y aura du monde. S'il fait beau. Ah non, on annonce de la pluie dimanche, je crois. Non, c'est samedi. ça. Oui, mais c'est samedi. Ah, c'est samedi. Ah oui, c'est samedi. Donc là, on s'en fout, la pluie, ça sera pour Cagnes. Voilà. Hein, et puis pour Chantilly. Bon. La deuxième, c'est le grand steeple Chase Master, le prix Troytown, sur le style 4400 mètres, un groupe 3 pour des 5 ans et plus. Gilles, avec toi. Ça fait plaisir de revoir le 2 Kadam. Kadam qui a été vraiment éblouissant, qui a été à mon avis le meilleur steeple chaser à l'automne. L'impression visuelle, c'était ce qu'il y a eu de mieux, à mon sens, à Auteuil, à l'automne. Donc le 2 Kadam, j'espère qu'il va être présenté assez près, suffisamment près tout au moins pour gagner cette course. Alors face à lui, après, il y a des chevaux qui ont couru en meeting, il y a des chevaux de qualité, des chevaux aux limites inconnues comme le 6, Kif Kif Bourrico, qui a été impressionnant à Pau. Alors après, c'est vrai qu'il monte plusieurs marches, comme d'autres, il y a le Raiditch, je pense. Il va découvrir le Raiditch aussi. Donc non, mais ça, c'est intéressant de voir cette tentative de Kif Kif Bourrico le 6. Et puis après, ça sera un choix entre le 3 U2 Glass de retour à Auteuil et le 4 Kentucky Wood. Qui a couru l'autre jour à Auteuil, donc qui est en condition avancée. Mais bon, j'aimerais voir la victoire de Kadam. Thomas? J'aime beaucoup Kadam aussi, ça sera ma base. En termes de qualité, c'est lui qui a fait les plus gros titres par rapport à ses concurrents. Moi, j'ai bien aimé le 4 Kentucky Wood l'autre jour dans le Clermont-Tonnerre. Il m'avait très déçu à Pau, mais le dernier coup à Pau, il est bien reparti dans la ligne droite. Il a été courageux. Donc, comme il est en forme avancée, comme dit Gilles, je pense qu'il peut prendre. C'est un cheval qu'il faut prendre dans les jeux. Et pareil, j'ai le 6 Kif Kif Bourrico nous a beaucoup impressionné. Maintenant, à voir à Auteuil sur le gros parcours avec cela, mais c'est un cheval à en devenir. Donc moi là-dessus, j'étais parti sur 2, 4, 6. Pour mes préférences. Ce qui m'embête pour le 2 Kadam, c'est que j'ai vu des Arnaud Chaillet, François Pamard bien d'emblée, et puis d'autres très décevants comme Mamissus de Well. Alors je ne sais pas, ça n'a peut-être pas aucun rapport, mais je l'ai trouvé, je ne sais pas si elle était à court ou quoi, mais j'ai trouvé très décevante dernièrement, Mamissus de Well. Ouais, totalement. Mais après, Kadam, c'est quand même un cheval assez léger, oui. Qui doit vite se préparer, donc je pense que ça peut être un avantage pour lui. Je pense qu'il a quand même un peu plus de boulot et que ça peut quand même le faire pour cette course-là, je pense. Oui. Et c'est mon avis personnel. Oui. Lui aussi va découvrir le tracé extérieur, la piste extérieure. La troisième, on en a parlé, c'est le Super Top 5. La quatrième, le prix Turco. C'est une classe 2 sur les haies, 3500 mètres pour des pouliches de 4 ans. Avec toi, Thomas. Moi, j'aime beaucoup le 7, Lady Raffles. C'est une jument que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi l'As, Star de la Blairie, qui avait gagné à Pau. Et l'autre jour, c'était très bien à Auteuil. Et avec les 4 kilos de décharge, je pense qu'elle est compétitive. Donc c'est les deux que j'ai vraiment repérés. Après avoir la Noël Georges, la Play It Again, qui a couru, qui est 2 fois deuxième. Alors après, j'ai plus le souvenir où c'était. C'était en Angleterre. Elle avait débuté. Après, elle a été seconde en Angleterre avec Tanguy Andrieux. Donc à voir, mais ça peut être la meilleure fin du match. C'était une jument qui était super sympa, qui avait gagné qui était chez David Cotin, qui avait gagné en débutant.
c'était une très bonne pouliche. Donc voilà, c'est des bonnes origines. Donc voilà, je m'en méfierais. Oui, c'est la Kazakh de Longrun, hein, Robert Walikohen. Moi, dans cette épreuve, l'autre jour, on m'avait déconseillé de faire le 8 Highborn Dynamite. Marcel Roland n'était pas trop chaud, d'autant que c'était sur le tracé de Fontainebleau et donc il n'était pas confiant. Et je ne pense pas que dans l'entourage, dans la maison, on était chaud. Voilà, elle a quand même gagné, donc elle doit avoir certainement un peu de qualité. Et si j'ai bien compris, elle sera bien mieux sur l'hippodrome d'Auteuil, donc je vais la reprendre. C'est la Kazakh, je crois, du crack de Nicheas, Oui, c'est ça. voilà, qui est étalon désormais. Donc le 8. La roulade aussi, si on prend un Noël Georges, on peut prendre les deux, c'est-à-dire la roulade le 4 et le 9 Play It Again. Après, il y en a plein d'autres. Je suis d'accord pour Star de la Blérilas. Pourquoi pas Nono Letta, le 5, qui fait une grande rentrée, mais on a vu que les Carlos et Yann Lerner étaient très près en plat, donc il n'y a pas de raison. Puis on va revoir avec plaisir le 2 Cocotte Royale. Maintenant, c'est une course, et puis les 10 Raffles, pourquoi pas le 7. C'est une course ouverte avec des pouliches qui ont encore, pour certaines, pas du tout de métier, d'autres très peu, d'autres qui n'ont pas couru à Auteuil. Bref, il y en a un peu pour tout le monde. La 5e, le prix Duc d'Anjou, c'est là sur le steeple, 3500 mètres, un groupe 3, mais pour des 4 ans cette fois-ci. Avec toi, Gilles. C'est avec plaisir qu'on va revoir le champion des 3 ans en steeple. C'était le lauréat du Congrès, lauréat de ces 3 dernières courses en steeple, c'est Hacker du Berlay, l'As. Alors encore une fois, c'est dommage qu'il rentre du poids à tout le monde. On l'avait déjà signalé pour le Congrès en disant que c'était quand même anormal que pour le championnat des 3 ans de steeple, il y a des rendements de poids. Là, on recommence. Ça a été de tout temps et surtout, on ne change pas. Faut surtout pas faire d'efforts pour cela. Moi, j'ai bien aimé le 4, un chic cheval. Alors, je sais qu'à Auteuil, pour l'instant, il a peut-être pas trop couru, mais ça s'est pas trop bien passé. Mais il a quand même été impressionnant à Pau 2 fois. Il a beaucoup de métiers, il est en condition avancée. Donc, pour moi, c'est la principale opposition à l'As, c'est Cœur du Berlay, le 4, un chic cheval. Et puis derrière, peut-être le 5, le Tantinko, qui avait été 2e à l'automne, justement, de Hacker du Berlay dans le Congrès, le groupe 2. Et puis celle de Marcel Roland, le 9 Sobriquette, qui reste sur 2, qui est invaincu en steeple, mais qui aurait peut-être préféré un terrain un peu plus lourd. Voilà, je ne suis pas trop femelle contre les poulains à cette époque de l'année, mais je la mettrai en 3-4e. Ouais. Thomas. Moi, j'aime beaucoup, oui, Hacker du Berlay, bien évidemment. Un chic cheval, je suis totalement d'accord. Il nous a vraiment bien plu à Pau. Il l'a fait vraiment avec une nette supériorité. Le cheval arrive dans de bonnes conditions là. Et moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le 7 Apollon du Lui. Il est 3e du Congrès. Il débutait en steeple. Il a fait pas mal de fautes. Joël Boinard, on sait que quand les chevaux ils arrivent pour leur rentrée, ils sont prêts. Moi, c'est un cheval qui m'a beaucoup plu dans le Congrès, malgré qu'il soit 3e. Je pense qu'il y avait gros de marge. Et je pense que ça va faire un très bon 4 ans. Donc, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Donc, je rajouterai le 7 Apollon du Lui. La 6e, toujours avec les 4 ans, mais sur les, cette fois-ci, 3600 mètres. C'est une listed avec toi, Thomas. Et là, on a des bonnes pouliches. On a un peu de tous les horizons. C'est vraiment difficile de faire un choix. Moi, je suis un peu indécis. Il y a beaucoup de pouliches que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien l'As, Crone du Berlay. C'est Crone du Berlay. Alors, attendez, je me remets dessus parce que c'est il a couru en steeple à Fontainebleau l'autre jour. Il était grand favori. Il a été battu. Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là-dedans? Moi, j'aime beaucoup aussi la jument de Gaby Linders, la Léla Lux. Elle m'avait beaucoup impressionnant en débutant. Moi, je pense que c'est une bonne jument. Après, elle était battue. Alors, c'était dans le Bournoisier, non, dans le Prix Chalet par Moody Risk. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est une jument que j'aime beaucoup. Et il y a une jument qui m'a beaucoup impressionné à Cagnes-sur-Mer, c'est le 8 Mimétique, qui a gagné le André Masséna, il me semble. Et que j'aime beaucoup. Et puis je rajouterai aussi le 5, Moody Risk, l'élève de Dominique Bressou. Oui, alors là, c'est pas la course la plus facile à mon sens du jour. Ouais, elle est très difficile. C'est vrai, parce qu'on peut en citer 8 ou 9. C'est-à-dire que Crone du Berlay, à mon avis, il va être bien mieux à Auteuil et il retournerait. Donc son entourage n'a pas dû être convaincu par sa dernière sortie.
Il avait montré quand même de la classe. C'est un fils de Saint-Dessin et Royal Athénien, excusez du peu, hein, c'est super origine. Alors malheureusement pour lui, il est hongre. Après, il y a des chevaux qui avaient fait grosse impression à l'automne, genre à Saddam le 4. Alors il effectue une rentrée. Il s'était promené, hein, le fils de Capgarde, dans le Emilius. C'est un chaillé, donc celui-là aussi, c'est très bien. Il y a leur Brett aussi, hein, qui a gagné le 3, qui a gagné l'autre jour, hein, à Auteuil. Pour ses débuts à Auteuil, il a battu Léo, il a battu Rock-Dino. Lui, il connaît Auteuil, il a déjà gagné à Auteuil, il est en condition avancée. Bref, et puis après, c'est vrai que Mimetic, ça a été la seule à battre Pro de Lucie avant que ce soit dernièrement Saint-d'Esprit. Ça fait partie des chances. Le 10, les Lalux, je suis complètement d'accord. Le 5, Moody Risk, elle reste sur 3 victoires en haie. Il y a même pour les handicaps, sans doute plus tard, le 7 Bandanas. Le 2 Lugoville, c'est à regarder. Si vous m'avez compris, c'est un peu à chacun les siens. Et course très intéressante, mais j'ai du mal à détacher un ou deux. Je reprendrai peut-être la Scrum du Berlay. Et puis derrière, peut-être à Saddam, le 4 aussi. Ouais. En tout cas, voilà, une course très, très ouverte. Oui. Le prix Lilian, la 7e, c'est la deuxième épreuve du handicap du jour, si je ne me trompe pas, sur les 3900 mètres, Gilles. Je pense que le 2 Dinosaure, qui va sans doute être très joué, il ne gagne pas souvent, mais ça peut lui arriver de gagner. Il a effectué une très bonne rentrée face à des chevaux qui étaient déjà en condition, comme Il y va des Obos, comme Furioso, comme Itador. Donc, je pense qu'il est capable de prendre sa revanche sur le 5, Il y va des Obos. 2 et 5, pour moi, ce sont deux priorités. Après, il y en a un qui n'a pas fait sa course, mais qui peut-être être avantagé par leur affermissement du terrain. C'est le 11, Henri Brulard, qui avec l'âge, je pense que ça doit être mieux en terrain souple, pas trop lourd. Et puis, je reprendrai peut-être le Erwan Graal si Thomas c'est quelque chose pour le 4 Eden Biway, qui sur ce qu'il a fait de mieux à l'automne dans les handicaps à Auteuil, a tout à fait une chance pour cette épreuve. Et je rajouterai le 7 Amandio à regarder pour sa rentrée. Thomas. Eh ben, totalement d'accord avec toi, Gilles. Eden Biway, je pense que le rallongement de la distance, les 3009 vont plus nous convenir. L'autre jour, c'était 3006, c'était un petit peu dur et j'ai été pris de vitesse tout le temps. Là, 3009, ça va m'aider. Il y a juste, j'aurais préféré qu'il pleuve un peu parce que il a vraiment des aptitudes pour le terrain lourd. Mais je le pense plus compétitif que l'autre jour, grâce à la distance. Moi, là-dedans, j'aime beaucoup, le 2, le 5. Comme tu as dit, Dinosaure, il y va des Obos. Le 11, Henri Brulard, il a fini à côté de moi l'autre jour, mais je pense que pareil, le raffermissement de la piste, comme tu dis, va l'aider. Et moi, il y a un cheval que j'ai bien aimé en dernier lieu, c'est le 10, Igor Desongrais, qui vient de se classer deuxième à Angers. Mais c'était un handicap avec des chevaux corrects et je pense qu'il est compétitif avec 67 kilos. Je vois une très bonne chance. Je rajouterai le 10, Igor Desongrais à la sélection. Oui, il y avait dans cette course-là, à Angers, il y avait notamment Marty McFly qui décevait, qui était cinquième, mais il courait peut-être aussi de façon rapprochée. Et c'était Jazz Rock qui s'imposait. Et il y avait Quick Daddy, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, qui terminait 4e. Et la dernière, pour finir cette réunion d'Auteuil, la 8e, c'est la 3e épreuve handicap. On va commencer avec toi, Thomas. Eh bien, moi là-dedans, j'ai beaucoup aimé en dernier lieu le 2, à cœur joie, qui a remontré en troisième épreuve, je pense que nous a remontré du meilleur. Et là, en troisième épreuve, je vois une très bonne chance. Attention aux 3 Dépendre, qui a fait un super meeting d'hiver sur le stade de Pornichet. Maintenant, il court très peu en obstacle, mais quand il court, c'est toujours un bon escient en obstacle. Donc, je vois une très bonne chance. Le 4, Quick Daddy, il fait toutes ses courses. Et troisième épreuve, il est dans son univers. Et je rajouterais le 10, Style un talent, que l'autre jour, on avait conseillé, qui est que 7e, mais il est totalement dans sa catégorie. Et troisième épreuve, c'est leur truc, c'est des chevaux à suivre. Et pareil pour le 7 Forêt Vierge, qui n'a pas fait sa course en dernier lieu, mais c'est des chevaux habitués à ce genre d'épreuve et qu'on est obligé de garder dans les jeux. Gilles.
Alors, je reprendrai le 8 Black Track, qui vient de triompher Oui, qui vient de à triompher, Hauteuil. je suis d'accord avec toi, avec Chizy Voilà, Gastou, qui est en très grande forme. Oui, exactement. Avec le jeu de la décharge, ça fait pratiquement le plus petit poids. C'est le plus petit poids de la course. Donc, les élèves de Robert Collet sont en grande forme, que ce soit en plat, que ce soit en obstacle. Donc, je pense qu'il a peut-être un peu de marge. En tout cas, il ne faut pas l'abandonner. Le 8, je suis d'accord avec le 2 Hacker Joie. Je suis après au Quick Daddy, c'est un peu comme on veut, hein, c'est des vieux tontons. Le 4, il a bien évidemment une chance. Dépend, c'est le genre de cheval que tout propriétaire aime avoir. C'est Loïc Fertillier, hein, le frère de Yannick, hein, qui est son propriétaire. Il est toujours, on a l'impression qu'il est battu, il est courageux à l'extrême et il finit toujours bien ses courses. Donc que ce soit en plat ou en obstacle, il est à retenir. Et puis, Tillin Talon, le 10, je suis complètement d'accord aussi, dans une course qui est quand même aussi extrêmement ouverte. Voilà, pour la réunion d'Auteuil samedi. 3 courses à Toulouse d'obstacles. Est-ce que tu as regardé, Thomas ? Oh, pas du tout. Pas du tout. Bon, Gilles. Oui, ce moi dimanche. j'ai fait. Ouais. Non, mais J'ai fait. Dans la première, j'aime bien le 2, Lagon Bleu. C'est l'entraînement de Joël Boinard et c'est la casaque de Madame Patrick Papot. Cheval qui a gagné très facilement sur l'hippodrome d'Angers à l'occasion de ses débuts. Alors il devançait ce jour-là le Grand Luxe, aussi un élève de la grande maison qui a parcouru depuis. Voilà, il y avait Oxpo du Matin qui a été deuxième à Bordeaux de Parabellum 2 roues, donc c'était assez bien, d'autant qu'il avait déjà couru en plat. Non, je pense que Lagon Bleu, le 2, est préférable au 4 Wawa Weva. L'entraînement de Hector de la Jeunette et de Guillaume Macaire. Voilà, puis les autres, après il y en a d'autres là-dedans. C'est la ligue, ça n'est pas exhaustive. La deuxième, c'est un steeple handicap. J'aurais vu Starvina, mais elle a été annulée par temps. Donc je vais me rabattre sur l'As Pablo, qui vient de gagner en haie, qui va découvrir le steeple. Bon, c'est le seul point d'interrogation. Après, drop, pourquoi pas le 3. Il y en a d'autres, hein, le 5, Chloé de Laprelle, pourquoi pas le 6, Escort-Jet, voire le 2, Iron Demot, mais je ne suis pas très chaud pour Iron Demot, il a quand même pas grand-chose au papier, mais ce n'est pas la course la plus simple qui soit. Puis on va terminer avec la 3e, là aussi Joël Boinard, à mon avis, pour sa casaque, aura une toute première chance avec l'As Color Ritano, un cheval qui a gagné la grande course de l'Ouest de Nantes le 1er novembre, et voilà, à mon avis... ça doit pouvoir suffire et il retourne en steeple, lui qui avait gagné pour ses débuts en steeple. Dans cette épreuve, les autres, c'est moyen. Peut-être acheter le 6 Lolita Desmottes. Voilà, ça c'est les 3 premières courses à Toulouse, dimanche en semi-nocturne. Merci Thomas. Il aura peut-être peut-être des montes à Fontainebleau quand c'est mardi. Hein. Ouais, dimanche je vais à Moulins, mais c'est PMH. Ouais. J'ai la rentrée de Bingo de Launay avec qui on va préparer l'Anjouard, donc un retour d'un bon cheval. Et après mardi, Fontainebleau, j'ai qu'une monte, c'est pour Sidney Dufresne, classe affaire qui fait très bien Fontainebleau, qui va débuter en steeple. Et mercredi à Compiègne, normalement dans le quintet, dans le prix Spumat, j'ai Yoran Avalis qui vient de s'imposer à Saint-Brieuc pour sa rentrée. Voilà, c'est le prix Spumat que femelle. Je pense que ça va être une très bonne cartouche. Donc, et dans la deuxième épreuve, je devais avoir Kerala Blue normalement, avec qui j'étais 2 fois deuxième à Pau. Pareil, qui va trouver une bonne occasion à 51 de valeur. Je pense qu'il va avoir une belle carte à jouer. Donc, deux bonnes chances normalement dans les handicaps mercredi à Compiègne. Très bien. Merci beaucoup Thomas. Voilà, j'ai donné les infos. Merci Thomas. Et à demain à Auteuil. À demain, merci à vous, bonne soirée. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Mais il y a également du plat ce week-end, pour finir avec Toulouse, c'est en semi-nocturne dimanche Gilles. Là, on a parlé des 3 premières, c'était un obstacle. La 4e, sur 1200 mètres, c'est un Méden pour des 3 ans. Oui, la 4e, un Méden. Alors, attendez, j'étais en train de vérifier si le terrain était indiqué sur l'hippodrome de Toulouse, de façon à pouvoir vous donner des éléments un peu... Apparemment, c'est bon terrain 3-1. C'est bon terrain 3-1, donc terrain rapide, ce qui va nous changer de Cagnes-sur-Mer. Oui.
Dans cette épreuve, j'avais bien aimé le 2 Lover Song lors de sa première sortie à Cagnes, c'est-à-dire sur sa deuxième tentative qui était une troisième place derrière Les et The Doctor. Bon, il n'a pas vraiment répété en terrain lourd. Je vais le reprendre et je vais lui opposer le 7 Ostra tout en ne sachant pas ce que valent les deux inédites de Royal Expantal, le 8 Banana et de François Rowe, le 9 Baby Blue. La cinquième, il y a un handicap sur 1600 mètres pour des 4 ans et plus. Alors là, peut-être que Talisman Touch, le 3, aurait préféré un terrain plus lourd, ça c'est sûr. Mais bon, au vu de sa forme, on va quand même le garder. On va lui opposer le 5 Gratian Star et le 6 My Bonfred. La sixième, le prix Juratu, course à condition sur 1600 mètres pour des 4 ans et plus. Ouais, c'est des. Ah oui, pour des choix arabes. Oui. Ouais, bah, j'aime bien le 2 Lino. Derrière, je prendrai le 5 Calige, l'entraînement de Damien Vatrigan. Cheval qui a couru 3 fois, 2 deuxièmes places et une victoire. Je ferai attention aussi au 9 Buour, l'entraînement de Xavier Thomas de Haute. Et également le 10 Latam. Voilà, je ne connais pas non plus l'inédite de Thomas Fourcy, le 7 Hachem Shola. Le prix Shrek pour la 7e, c'est des anglo-arabes cette fois-ci sur 2000 mètres. Ah, là, c'est des inédits. Ah oui, j'en sais rien. Je vous dirais, il y a du Didier Guillemin ou du Christelle Courtade. Écoutez, qui dit. Et la 8e, bah, c'est une course pour les 3 ans, les inédits. Ben là, c'est pareil. Il y a Didier Guillemin avec le 4 Mossana qui est bien né. Il y a également du Xavier Thomas de Meute avec le 6. Et puis, il y a Didier Guillemin également avec le... Oui, ben, je l'ai cité, le 4. Hein. Et puis l'autre, Courtade, c'est le 2. Ouais, bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est en semi-nocturne à Toulouse dimanche. Mais dimanche, la belle réunion, elle est à Chantilly avec 9 courses au programme. Des classes 1, des listed. C'était une belle réunion, 100% PSF, toujours Gilles, parce que le gazon, pas le droit encore. Pour plus tard. Pour plus tard. Le prix à Naval, la première, 1300 mètres, une classe 1. Est-ce que Sagir, numéro 2, est ton favori? Oui, Sagir, c'est de loin mon favori. Parce que j'étais quand même très déçu par Darling Hurst. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, son entourage aussi. Bah, il s'arrête vite quand il est devant, qu'il est attaqué, il s'arrête. Je sais pas on ne connaît pas la cause. Je suis pas sûr que son entourage la connaisse non plus. En tout cas, je dirais le 2 Sagir et celui qui derrière fait figure peut-être de plus sérieux opposant, le 4 Lucky Wine. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi pour Sagir. Le 3 Vicious Harris, il a vraiment couru sur tournant. Mais si ça se transforme en sprint sur 400 mètres, c'est souvent le cas sur cette PSA de Chantilly, donc pourquoi pas. Oui, bah, je ne sais pas, Darling Hurst, à quelle vitesse il va aller. Oui, on va se parler de Vicious Harris. Hein, oui, non, mais tu me parles du train. Donc, oui. Le train, il va être assuré sans doute par Darling Hurst. Ah, oui. La deuxième, le prix Bering sur 2700 mètres, une classe 1 sur PSF, longue distance, double major, le 1 Non, je prendrai le 7 Candellari, très bien. Qui a couru 2 fois, qui s'est promené 2 fois sur ce tracé. Il a gagné de 8 longueurs. Alors, il n'a rien battu, hein, ça c'est sûr. Mais il y avait la manière. Un cheval qui a beaucoup sans doute, de potentiel. Il est tardif. Il est tout neuf. Bon, il reçoit 4,5 kg de double major qui devrait ensuite aller. Ce sont des courses qui préparent pour Dubaï, pour Médane. Et je pense que le 7 Candellari peut peut-être, pour une surprise, battre là ce double major qui va rendre quand même 3 kg aux autres. 3 kg à Goya Senora, le 2 qui est fraîchement revenu de Dubaï. Et également au 4 The Goodman, mais je tente le 7 Candellari qui reçoit 4,5 kg. C'était tes 3 chevaux derrière, on va dire, ceux que tu as mentionnés. Oui. Bah, c'est ceux de toute la France. Hein. Ouais. La troisième, on a réclamé, c'est facile pour des 3 ans, sur 1400 mètres. Bah, j'ai mis le 3 Ewa, à condition qu'elle n'attende pas dernière dans le parcours. Elle a quelle place dans les stalles de départ? 5. Le 5, bon, enfin après, je ne sais pas comment il va la faire monter. Mais bon, elle a une bonne chance. C'est une pouliche qui, pour aller en terrain souple, qui pourra aller sur les gros handicaps. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de courir ça. Le 5 Reux, pour lui opposer également. Et puis le 7 Buffalo Woman, qui effectue là une rentrée. Ouais. Et pour ajouter, moi, j'abandonne pas le Spy Shop, le numéro 4. Bon. Un peu déçu à Cagnes, mais c'était bien les fois d'avant. La quatrième, une listette sur 1800 mètres pour des 3 ans.
des poulains entiers, Hongres et pouliches. En bas du tableau, il y en a 3 qui ont couru qu'une seule fois, qui ont gagné dès leur début. Est-ce que tu as contre, Gilles? Pour ton favori, en quelque sorte. Non, j'ai mis moi comme favori le 7 Extrapole. Ah, C'est une listed sur 1800 mètres qui est extrêmement ouverte. On peut pas dire qu'on peut rayer. Si, on peut peut-être rayer le 3 Alali et le 4 Fly Half. Mais les autres, moi je dirais le 7 Extrapole. Je mettrais le 2 Stormy Donald qui a été vendu à la famille Layali. Donc méfiance. J'avais beaucoup aimé à Cagnes le 5 Owen Schwangao. Voilà, là ce Gawar va certainement être très joué, tout comme le 8 Tito Mossen. C'est peut-être l'occasion de jouer contre. Voilà, après il y a le 6 Curacan, mais bon, je suis pas l'origine du siècle. J'aime bien Extrapole le 7. Voilà. ouais, le 8 Tito Mossen, curieux de voir sa deuxième course. Parce que, en débutant, c'était quand même. La mère de Ramatuel, elle donne un cœur quand même assez, assez produit. C'est assez incroyable. Donc, curieux de revoir ce Je vais jouer Tito contre. Mossen. Avec talon Uncle Mo. J'adore, super nom. La 5e, une liste sur 1300 mètres pour des 3 ans, mais sur 1300 mètres cette fois-ci, le prix Montenica. J'aime bien le 3 Troubleman, l'As Wuchona, et puis derrière le 6 Caddy, mais bon, on lui fait pas de cadeau, hein, avec les déplacements et tout. Non. Voilà, enfin bon, Les deux, ça même, dépend. Si c'est, l'autre jour, elle a pas existé contre Silius, mais elle a été une bonne deuxième dans une course où Like Mood avait été, handicapé par un mauvais départ, dur à l'ouverture tardive de sa stalle. Donc, mais je suis plus pour le 3 Troubleman et pour l'As Wochona qui effectue une rentrée et qui aura certainement progressé plus que le 6 Caddy. Donc les 2 kilos d'avantage de Caddy pour Wochona ça peut s'inverser le résultat. J'ai envie de tenter un truc dans cette course-là. On est avec le 2 Rosepana, le 3 Troubleman et le 5 Moto Proprio. Voilà. Alors je sais que Moto Proprio, le 5, a fait beaucoup de progrès. Voilà. Je peux vous... Merci. Ouais. Le prix Monjeu, la 6e, une classe 1 sur 1600 mètres. Là, on retrouve le 4 No Lunch, qui a toujours été considéré comme le meilleur poulain de Carlos Lafont-Parias, mais il a connu des petits problèmes, vraisemblablement de pied. C'est un cheval de bon terrain, PSF, vraisemblablement. Il avait débuté en terrain très lourd. Ça s'était mal passé à cause du terrain. Et puis là, il a été éblouissant lors de ses 2 sorties cagnoises. Donc, je pense qu'il va regagner le 4 No Lunch. Derrière, alors, il y a la présence de l'As Tribaliste. Alors, je sais pas si... Enfin, voilà. C'est la course qu'aurait pu courir Verbois si son entraîneur n'avait pas été... je ne veux pas dire sûr de son fait hier, tout au moins, quant à son aptitude au terrain. Mais Tribaliste, je ne suis pas sûr qu'il ait déjà couru sur la PSF. Je ne crois pas, non. Bon, voilà. Donc, mais il rend 3 kilos. Donc là aussi, c'est des courses préparatoires. Il y a le 2 Glaer qui vaut sans doute bien mieux que ce qu'il a montré l'autre jour. Et puis le 3 Fast Rash qui va attendre, ce qui n'est pas facile sur cette piste. Voilà, après j'ai été déçu par le 9 Maturlo. Mais je suis plus No Lunch pour gagner. Derrière, je dirais Glaer, Fast Rash, Tribaliste. Tribaliste aurait pu courir hier aussi Je sais pas, il faut regarder les conditions de course. Oui, c'est ça. Donc voilà, la 7e. Alors maintenant on passe en handicap divisé, 1900 mètres. C'est la 3e épreuve, il me semble. Gilles. Tu vois rien là-dedans parce que moi c'est pas trop. Ruby Gold le 3 et Nekido TMN. Bon, parce que il est où? Et Haute Sommer, c'est un peu l'abonnement, mais bon. Numéro 15. Vous lancez une pièce en l'air dans ces courses-là voilà. Et je suis pas sûr qu'elle retombe pas sur la tranche. Timidement le 3 Ruby Gold parce qu'il a l'as dans les stalles de départ, parce qu'il a bien couru 2 fois lors de ses 3 dernières sorties. Pourquoi pas le 15 Hot Summer avec Michael Barzalona. Bon, il y en a plein d'autres là-dedans. Je suis pas de très bons conseils. La 8e, c'est une belle classe 1 sur 1900 mètres pour des 4 ans et plus, Gilles. Là, elle n'est pas facile à... si, elle est facile. Si le 7 Horizon Doré est bien, il va gagner. Oui. Et Wally, ils ne sont pas trompés d'engagement, c'est PSF. Là. Non, mais Wally, il a 8 ans, donc je ne suis pas un grand fan de Wally, même si j'ai rien contre. Je suis plus Horizon Doré, s'il est à peu près bien, il va gagner. Derrière, je rachèterai le 8 Roc Blanc.
Et puis, faut voir Burkastle 6, s'il a déjà bien couru sur PSF. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de fois couru sur... J'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur PSF. pour moi, non. Mais bon, je le reprendrai, voilà. Je suis plus 7, 8 et 6. Et la dernière pour cette réunion de Chantilly, la 9e, c'est la première épreuve sur handicap divisé, 1900 mètres, pour des 4 ans et plus. Je vais reprendre le 8 Inchiostro qui a été énormément baissé sur l'échelle des valeurs et qui a montré sa forme dernièrement. Cette fois-ci, c'est Christiane Demuro qui lui est associée. Je crois qu'il a le 10. Elle a le 10 dans les stalles de départ. Je reprendrai les deux du dessous. Le 9, Marx Woman, qui a un bon numéro dans les stalles de départ et qui était très bonne lors de ses dernières sorties. Puis le 10, Legendario, qui vaut mieux que ce qu'il a montré la dernière fois à Cagnes-sur-Mer. Voilà, Dominique, c'est fini pour cette émission. Eh ben voilà, c'est fini. Écoutez, on remercie tous ceux qui ont participé. La semaine prochaine, vous retrouverez Pascal Raymond-Lamy qui présentera cette émission. Nous sommes, Gilles, Samy et moi, à Cheltenham, comme chaque année. Donc voilà qui est dit. On vous remercie de votre fidélité. Vous allez retrouver cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Vous avez un numéro de téléphone pour intervenir. On a lu vos messages en début d'émission. Et puis voilà, la semaine prochaine.